Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Moi, je m'appelle Antoine Goret, donc je travaille à la West Web Valley. Je vais vous présenter un peu ce qu'est la West Web Valley. Je vais également aussi en profiter pour vous présenter un peu le topo du coup de la matinée. On va à peu près prévoir 1 heure ensemble où on va aborder, on va dire, la stratégie de développement à l'international grâce au numérique, avec un accès naturellement Asie, comme c'était l'objectif de cette journée-là. On est aujourd'hui en train de lancer un cycle avec Bretagne Commerce International de développement à l'international grâce au numérique sur différents continents. Aujourd'hui, on est sur l'Asie. Dans un mois, je crois qu'on est sur les États-Unis, à Rennes. Enfin voilà, on est en train de préparer tout un ensemble d'actions pour permettre à vous, entreprises, d'avoir les bonnes pratiques et les bons outils pour vous permettre de vous développer à l'étranger à moindre coût. Parce que c'est là que réside tout l'intérêt du digital, c'est de pouvoir faire des choses très vite avec des coûts qui sont bien moins élevés que de mettre en place de l'humain qui irait prospecter à votre place. Donc la West Web Valley, très rapidement, c'est une équipe de 10 personnes. La West Web Valley, c'est un fonds d'investissement et un accélérateur de start-up basé à Brest, à Guy-Pavat, exactement, en face de l'aéroport. Ça a été fondé par Charles Kabilic, Sébastien Lecorfec et Ronan Lemoyle. Et donc aujourd'hui, on est une équipe de 10 personnes qui faisons de l'investissement en capital risque dans des start-up bretonnes. C'est notre thèse d'investissement. On veut prouver que depuis la Bretagne, on est capable de créer des pépites dans le digital grâce au talent que l'on possède aujourd'hui à l'ouest de la France. Donc on se réserve pour cela 35 millions d'euros à 5 ans, permettant d'investir dans 25 à 30 projets avec des investisseurs qui nous ont fait confiance, alors des investisseurs institutionnels comme Arkea, comme la BPI, comme Ouest France, le Télégramme, et peut-être également, et d'autres également comme Triskalia, ou des investisseurs, on va dire, un peu plus privés, des entrepreneurs de la région qui ont réussi, qui nous ont fait confiance. Et puis, on a également aussi un accélérateur de start-up, c'est-à-dire qu'on accompagne les entreprises après avoir investi, mais également aussi entreprises dans lesquelles on n'investit pas. On fait également aussi du conseil auprès des entreprises, et c'est à ce titre-là qu'aujourd'hui, j'interviens justement pour accompagner les entreprises, alors à la fois traditionnelles, mais également start-up, à se développer à l'international grâce au digital, en fonction de leur stratégie, de leurs objectifs et également aussi des problématiques de coût. Très rapidement, Startup Box, c'est une startup qu'on est en train de lancer, nous, au sein de la West Web Valley, qui est issue d'un constat très simple. Les startups ont 4 problèmes majeurs aujourd'hui dans la réalisation de leur vision. Des problématiques technologiques, des problématiques de marché, que ce soit des problématiques marketing ou commerciales, des problématiques d'équipe, comment trouver la bonne personne à mettre à la bonne place, et enfin des problématiques financières, comment lever des fonds, comment aller chercher du CIR, comment aller chercher du C2I, etc., etc. Et en fait, nous, on connaît toutes ces personnes-là. On sait placer et mettre en avant telle ou telle personne dont on connaît les compétences. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé la première marketplace de services dédiés aux startups et aux grandes entreprises, et aux entreprises également aussi. Ce qu'on veut, c'est permettre à l'ensemble des entreprises de servir des pratiques des startups et de les amener dans le monde des entreprises. Alors certes, c'est à disposition des startups, mais c'est également aussi à disposition de vous toutes et tous pour que vous puissiez demain aller choisir le bon service, le bon package qui vous permettra demain d'accélérer rapidement, naturellement à des coûts qui sont très compétitifs parce qu'on sait que les startups n'ont peu ou pas beaucoup d'argent et vous pouvez également aussi en profiter. Donc moi, je travaille à la West Web Valley, je suis responsable de l'accélérateur de startups. C'est moi qui accompagne toutes les entreprises dans lesquelles le fonds investit et qui m'occupe également aussi du développement commercial sur toute la partie entreprise traditionnelle. Donc voilà, j'ai un compte Twitter, je tweete beaucoup sur tout ce qui m'intéresse, tout ce qui me plaît, donc naturellement le développement international, la croissance, etc. etc. N'hésitez pas à me suivre et à interagir avec moi. Il y a mon email également aussi, si vous voulez recevoir la présentation à la fin de la session, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je vous l'enverrai avec plaisir. On va commencer par quelques chiffres. Somme toute, toujours intéressant d'avoir un petit état des lieux de ce qui se fait. On va ensuite analyser la méthodologie et les outils, quels outils utiliser. Enfin, on travaillera sur la méthodologie avec également aussi, pour terminer, une partie un peu outils, support et plateforme. Et ensuite, Thibaut, donc, qui est en direct de Pékin via l'application QQ, qui est une application chinoise assez extraordinaire pour l'avoir testée depuis quelques jours du coup. Interviendra sur l'écosystème digital chinois qui est diamétralement opposé de tout ce que nous on connaît. Et donc c'est pour ça que j'en parlerai pas du tout moi, parce que je suis loin d'être un expert. En revanche, tous les autres outils que je vais vous présenter sont les outils qui sont utilisés en Asie. Et ce qui n'est pas forcément le cas de la Chine, qui possède vraiment un écosystème digital
unique. Donc 91%, ça c'est assez incroyable, et c'est par rapport au Japon. 91% des Japonais préfèrent utiliser Rakuten pour réaliser une recherche. Donc rendez-vous bien compte que ça c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que si demain vous souhaitez être visible au Japon, alors certes vous allez travailler sur Yahoo parce que Yahoo ça vient juste après Rakuten, mais le premier spot sur lequel vous devez être visible, c'est Rakuten. Donc peut-être commencer justement votre stratégie par approcher les places de marché. On y viendra tout à l'heure, c'est à la toute fin de la présentation, j'ai prévu justement quelques exemples de places de marché sur lesquelles il est intéressant d'être présent, parce que ça vous permettra aussi de savoir peut-être vers où diriger votre stratégie. Est-ce que vous connaissez ce site web-là? Je ne pense pas. Ce site web, c'est Pixnet. Pixnet, c'est un réseau de plateformes et de blogging et un réseau social utilisé par 80% des internautes à Taïwan. Vous voulez travailler avec Taïwan? Eh ben, positionnez-vous sur cette plateforme-là, et en termes de digital, vous serez capable de capter énormément de visibilité. C'est des choses comme ça, en allant à l'étranger, vous devez le savoir. Si vous ne maîtrisez pas l'écosystème local, vous serez incapable de vous positionner. Utilisez Google, par exemple, vous passez à côté d'énormément de visibilité, plutôt que d'utiliser Yahoo ou ce site web de réseau social et de microblogging. Ça, c'est un moyen de paiement, le moyen de paiement le plus utilisé au Japon. C'est la Rakuten Card. C'est 80% des paiements. Je crois que PayPal, c'est 16%. Donc si vous allez avec vos grands souliers au Japon en disant moi je vais vendre plein de choses grâce à Internet et que vous ne proposez pas la Rakuten Card, vous allez passer à côté d'énormément de ventes. Et enfin, cette plateforme-là, c'est une plateforme qui est un site de recherche et un comparateur de prix dédié vraiment au shopping. Ça s'appelle Pricesa et c'est le site web, on va dire un des sites web les plus visités en Thaïlande en 2016. Statistiquement, c'est 63% des fréquentations sont mobiles sur ce site-là en 2016. 63% en 2016. Donc imaginez aujourd'hui, on est en 2018, ça a bien dû passer, je pense, les 65, presque les 70% de trafic mobile. Ça, c'est un des gros, on va dire, challenges que vous devez prendre en compte lorsque vous vous développez à l'étranger grâce au digital, et notamment en Asie, c'est la mobilité. Énormément de gens aujourd'hui utilisent le mobile et assez peu le desktop. Alors après, ça dépend des pays, on va le voir par la suite également aussi. Donc on va parler de méthodologie et rapidement, je vais passer ce slide-là parce qu'il n'est pas intéressant. La première chose à faire, c'est la connaissance du marché. C'est ce que je vous expliquais. La connaissance du marché, c'est extrêmement important. Toutes les datas sont disponibles en ligne aujourd'hui. Cette infographie-là, elle est publiée chaque année par un ensemble d'acteurs du marché, Hootsuite et We Are Social. Hootsuite, c'est un outil de partage sur les différentes plateformes de social media. Et We Are Social, c'est une agence spécialisée dans les réseaux sociaux. Et ils publient chaque année des tendances sur le digital dans le monde. Normalement, vous avez à la fin de la présentation un lien vers l'ensemble des stats d'utilisation du digital en Asie et en Asie du Sud-Est. Toutes les tendances sur tous les pays, en Asie et en Asie du Sud-Est. Donc ça vous permettra de savoir un peu, en fonction du pays que vous ciblez, quelles sont les pratiques, quels sont les us et coutumes. Pour vous donner un ordre d'idée, en Indonésie, la population des 13-34 ans, ça représente 84% des utilisateurs Facebook. 13-34 ans, c'est 84% des utilisateurs sur Facebook. C'est incroyable. C'est-à-dire que derrière, il n'y a plus personne, quoi. Donc pour faire du B2B, ce n'est pas très intéressant. En Malaisie, 88% de la population se connecte à Internet tous les jours. 88% en Malaisie. Donc vous avez une vraie chance aussi d'aller toucher peut-être un prospect. À Singapour, 71% des emails sont lus sur smartphone. 71% des emails sont lus sur smartphone à Singapour. Donc si vos emails ne sont pas responsives, vous allez proposer une expérience utilisateur qui sera pas forcément adaptée aux attentes de l'internaute et donc vous allez les décevoir.
74% des requêtes sur un moteur de recherche sont réalisées à partir d'un smartphone. Ça, c'est toujours à Singapour. 74%. C'est encore plus qu'en Europe. Hein. C'est vraiment, ils sont énormément en avance sur tout ce qui est pratique dans le mobile et dans l'utilisation du mobile par rapport à notre vie de tous les jours. En Thaïlande, personne n'utilise l'email, par exemple. Personne. On ne fait pas d'emailing au Thaïlande. Et ça, c'est assez incroyable. En revanche, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. Très, très actifs. Donc l'approche est peut-être d'éviter justement le cold mailing, c'est-à-dire l'approche marketing où on va chercher de l'email et on envoie des emails sans forcément connaître notre interlocuteur. On va plutôt travailler l'acquisition sur les réseaux sociaux, et notamment Facebook. Et enfin, au Vietnam, 98% de la population est équipée en téléphone portable. Alors attention, téléphone portable, ça n'induit pas forcément smartphone. Mais ça induit peut-être que du coup, des campagnes de SMS peuvent être intéressantes. Voilà, tout ce genre de choses-là, c'est des datas qui sont présentes en ligne et qui doivent vous permettre d'aiguiller votre stratégie d'acquisition de trafic et d'élévation, on va dire, de la notoriété de votre marque auprès de vos cibles. Alors je passe naturellement toute la partie on va dire, encore plus stratégique où vous analysez, vous, dans vos métiers, et la connaissance que vous en avez qui est bien plus forte que la mienne, bah, qu'est-ce que vous allez proposer à l'étranger, quel produit correspond à quel marché, etc. etc. Ça, ce n'est pas mon métier. Moi, j'arrive après et je vous dis, OK, vous voulez mettre ça dans tel pays, bah, on va tester tel canal et tel canal pour vous permettre de vous développer et d'analyser s'il existe une appétence ou non pour votre produit par rapport à un marché. Cet outil-là est extrêmement intéressant. C'est une analyse qui est réalisée tous les ans par Kleiner & Perkins. C'est un très très grand cabinet d'audit. Ils ont une super, mais vraiment une super présentation. Et c'est des stats qui sont extrêmement intéressantes sur l'évolution des pratiques digitales. Ça peut vous permettre aussi également de bien comprendre tout ce qui se passe et d'intégrer peut-être des évolutions à venir dans votre stratégie. Les conférences, c'est un moyen incroyable de savoir ce qui se passe. Moi, j'ai eu la chance d'aller au Web Summit à Lisbonne en novembre dernier. Le Web Summit, c'est la mecque du digital en Europe. C'est le plus gros rassemblement dédié au digital. C'est 60 000 personnes sur 4 jours dans un énorme centre de conférences. Il y avait les plus grands noms de la scène tech mondiale. J'ai d'ailleurs eu la chance de voir Stephen Hawking en introduction du festival. C'était incroyable. On a vu également aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'intelligence artificielle qui a eu la nationalité d'Arabie Saoudite. Voilà, et après énormément de spécialistes, et puis beaucoup de startups aussi. Énormément de startups. C'était 4 grands halls répartis en fonction de problématiques diverses et variées. Et en fait, celui-là, le Web Summit, il est vraiment pour l'Europe, et Rise, ça c'est pour la partie Asie. Donc en ce moment, ils vendent des tickets qui sont assez intéressants. Ça se passe, je crois que celui-là, Rise, c'est à Hong Kong. Et c'est vraiment un gros hub de la tech dans le digital. Donc si vous aussi, vous voulez aller sentir comment ça se passe, comprendre les évolutions, pour après pouvoir appliquer justement les stratégies dans les différents pays que vous ciblez, c'est un bon moyen pour vous, à moindre coût, d'avoir, on va dire, une photographie d'un écosystème. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre ? Ouais, le conseil que je peux vous donner, moi, par rapport à ce que j'en ai vécu au Web Summit, le Web Summit, c'était incroyable. Mais si je devais le refaire, je le ferais autrement. En fait, je prendrais énormément de rendez-vous avec des boîtes. Et ça induit, du coup, une analyse assez précise de qui est présent et quel intérêt ça peut m'apporter. Moi, ce que j'ai vécu en assistant aux conférences, c'est que c'est des conférences qui sont très mainstream. C'est des très grands noms qui viennent parler. C'était le CTO d'Amazon, par exemple. C'était le responsable de Messenger pour Facebook. Et les gars ont une communication qui est tellement carrée, tellement cadrée, qu'ils n'apportent pas vraiment de valeur en fait, dans leur présentation. Et j'ai eu le sentiment de perdre un peu de temps en allant assister aux conférences. Donc si je devais le refaire, je n'assisterais pas aux conférences. J'irais vraiment rencontrer les startups, découvrir quels sont les produits, quels sont les usages dans les différents pays, rencontrer et apprendre en fait, le plus de choses possible sur les pratiques de chacun de ces solutions-là. Donc voilà, ça c'est vraiment la partie importante, c'est connaissance, découverte, compréhension des interactions et du marché. Ensuite, si on rentre dans l'analyse du marché, il y a un outil que tout le monde doit connaître qui s'appelle Google Trends. Google Trends, il permet de faire des analyses volumétriques par pays en fonction de mots-clés que vous avez déterminés.
Je vais donner ici un petit exemple, c'est très simple. Lyft, Uber, Ola. Je pense que ces noms parlent à tout le monde. Lyft, c'est comme Uber et comme Ola, ce sont des services de déplacement via une application mobile, comme on en parle beaucoup aujourd'hui. Lyft est un acteur qui semble ne pas être implanté en Inde. En fait, j'ai fait le choix ici d'analyser les requêtes sur l'Inde les 12 derniers mois. Donc j'ai rentré mes 3 termes de recherche. Uber est un concurrent mondial, et en fait, Ola, c'est le Uber indien. Et donc on a déjà d'entrée ce type d'informations-là pour savoir quelles sont les requêtes les plus importantes en termes de volumétrie. Vous pouvez les adapter à vos produits également aussi. Ça peut vous permettre de savoir quelle expression est tapée, par exemple, dans Google. Alors, cet outil-là fonctionne pour Google. Attention, en fonction de votre étude préalable, à savoir quels sont les usages numériques dans les pays, peut-être que Google Trends ne sera pas pertinent. Là, j'ai pris l'exemple de l'Inde parce qu'en Inde, Google a quand même une part de marché suffisamment importante pour être intéressant à analyser. Ce qui est intéressant également ensuite, c'est qu'on a du coup toute cette partie-là sur la volumétrie et l'importance des recherches par rapport aux régions et aux zones géographiques du pays que l'on cible. Donc typiquement, on s'aperçoit, si on revient sur la page précédente, que Uber possède le lead dans 1, 2, 3 et 4 régions en Inde, par rapport à Ola, qui est un acteur, du pays et qui, lui, possède naturellement l'avance sur son concurrent. Ce qui est intéressant ici, c'est que, du coup, typiquement, admettons qu'on souhaite cibler les loueurs de voitures pour les auto-entrepreneurs Uber. Et déjà, typiquement, si je veux faire de l'acquisition de trafic et de l'acquisition de prospects, parce que moi, je suis loueur de voitures et je veux louer mes voitures à des gens qui font du Uber, et je vais cibler déjà ces régions-là, parce que je sais que c'est les régions dans lesquelles Uber est le plus présent et le plus fort. On a également ensuite des informations sur les requêtes associées et l'évolution de ces requêtes-là. Ola Share Coupon, Ola Outstation Coupon, Ola Partner Care Number, Ola Partner App Download. Vous voyez? Toutes ces choses-là, ces informations qui vous apportent, encore une fois, des datas sur quels sont les mots à utiliser, quelle est l'approche à réaliser, géographiquement, comment faire pour avoir une approche la plus rapide et la plus concise sur votre marché. On a également aussi la même chose pour Uber. Donc ici, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'accounts qui ont été supprimés au moment où j'ai fait le screenshot. Donc peut-être qu'il y a une problématique liée justement à la régulation ou que l'État indien est en train de faire. Enfin, voilà. C'est des choses qui peuvent également aussi vous mettre une puce à l'oreille en disant peut-être que réglementairement, il y a un problème. Facebook Audience Insights. Facebook, même si ce n'est pas le réseau social, on va dire, dans l'Asie, il est quand même énormément utilisé. Alors naturellement, pas en Chine. Et Thibaut présentera tout à l'heure les alternatives à Facebook en Chine, justement. On a la possibilité, grâce à Facebook Audience Insights, de déterminer des audiences en fonction de critères extrêmement précis. Je vais vous donner un ordre d'idée. Ici, j'ai réalisé une analyse de marché par ville sur la présence et la volumétrie, on va dire, de présence d'audience en fonction des villes au Vietnam. Plutôt que de faire de l'acquisition de masse sur l'ensemble du Vietnam, il faut en fait que vous travailliez sur 2 villes, Ho Chi Minh et Hanoï, qui représentent à eux deux plus de 30%. Plus de 30% de l'audience totale au Vietnam. C'est extrêmement intéressant. Alors peut-être qu'il y aura une forte concurrence, et peut-être que ce serait au contraire plutôt intéressant de travailler sur d'autres villes, parce que du coup ça vous coûtera moins cher en termes de coût par clic. Mais Facebook Audience Insight vous permet, en amont de votre approche d'acquisition de trafic, de réaliser
ces études-là également aussi, à savoir quelles sont les villes qui sont performantes, quelles sont les langues, quels sont les intérêts. Enfin voilà, on peut vraiment aller de façon extrêmement poussée, et c'est vraiment là que réside l'intérêt de Facebook Ads, c'est dans sa capacité à segmenter la data et à réaliser une approche extrêmement fine du ciblage. Pour vous donner un ordre d'idée, on est toujours donc, sur mon audience au Vietnam. Et là, je vais vous donner un petit détail, encore une fois. Donc tout ça, c'est la data, n'importe qui peut y accéder. Hein. Vous pouvez tous y accéder et faire vos analyses de marché en fonction de vos cibles et des marchés à l'étranger que vous souhaitez attaquer. Donc ici, on s'aperçoit que 81% des users sur Facebook au Vietnam utilisent uniquement le mobile. Donc en fait, faire de la publicité sur desktop, ça sert presque à rien. On s'aperçoit que c'est majoritairement sur Android. Donc ça également aussi, c'est intéressant. Parce qu'en termes de ciblage et d'approche, ça va être une approche différente. Les utilisateurs de Facebook ne sont pas les mêmes. Les utilisateurs d'Android ne sont pas forcément les mêmes que les utilisateurs de Apple. Les utilisateurs Apple en général ont un panier moyen plus élevé parce que capacité à acheter un device qui est quand même assez cher. Et on s'aperçoit également ici une chose très intéressante, c'est qu'ils répondent très très bien aux publicités. Excusez-moi. On s'aperçoit qu'ils répondent très très bien aux publicités. Donc ça, c'est intéressant également aussi. En fonction des pays que vous ciblez, c'est possible que vous n'ayez pas une réactivité aussi forte aux publicités. Ça induira du coup une stratégie différente. Parce que si vous avez un peuple, un pays qui ne répond pas forcément aux publicités, c'est peut-être une approche plutôt en termes de marketing de contenu qu'il faudra travailler, mais ça induit du coup une stratégie beaucoup plus longue, parce que le marketing de contenu prend du temps, quand l'acquisition de trafic est beaucoup plus efficace. Et on verra tout à l'heure, certes, payer pour du trafic c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait de son internaute une fois qu'on a récupéré un clic? Je vous expliquerai les bonnes pratiques également aussi. Ensuite, on a un outil fantastique qui s'appelle Google Analytics. Je pense que vous l'avez toutes et tous sur votre site web. Et si vous ne l'avez pas, faites-le dès demain. Et commencez à analyser vos statistiques. Pourquoi? Parce qu'on a la capacité de déterminer la provenance de notre trafic et du coup d'induire des informations sur quel pays peut être intéressé par notre offre. Ici, typiquement, j'ai pris un exemple d'un site de e-commerce pour lequel j'ai travaillé il y a quelques mois de ça, et qui souhaitait se développer à l'international. On a commencé par analyser ses stats, c'est-à-dire d'où proviennent les ventes à l'étranger. La Belgique, la Suisse, et on a eu également aussi l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on a fait donc? Eh ben, on a capitalisé sur ces trois pays-là, Belgique, Suisse et Allemagne, et on a commencé à traduire le site et à diffuser justement tout le catalogue produit de notre entreprise en ligne. Parce qu'on sait qu'il y a une appétence qui est intéressante par rapport à ces stats-là. Et ça, ce sont des statistiques. Ce n'est pas je pense que, c'est vraiment je sais que j'ai eu des ventes, alors je peux me permettre de réinvestir. Alors naturellement, et d'ailleurs BCI propose une offre qui est extrêmement intéressante à ce sujet-là. Dis-moi si je me trompe, Dominique. Mais concernant l'accompagnement à la traduction des sites web. Ouais. Allô? Oui. En fait, vous avez, c'est pas BCI, hein, c'est la région Bretagne, le Conseil régional de Bretagne qui met à disposition des entreprises le Pass Export Com, qui est en fait une aide à la traduction de vos supports de communication en langue étrangère sous réserve d'éligibilité. Alors c'est toujours pareil, vous revenez vers nous, conseillers, que l'on vérifie l'éligibilité de votre entreprise et on peut vous aider à monter les dossiers de subvention pour ce type de demande Pass Export Com. Donc oui, c'est intéressant de connaître ces dispositifs. Je crois que c'est 50% au-dessus de 4 000 €. Alors en fait, ça va être le budget minimum, ça va être 50. Enfin, il faut avoir 4 000 € de dépenses pour pouvoir bénéficier de 50% de subvention. Pouvant aller jusqu'à 15 000 €, donc entre 2 et 15 000 € de subvention. Ça veut dire un budget communication sur 3 ans
de 4 000 à 30 000 euros. Donc ça peut concerner votre site internet, mais pas que, vos plaquettes, les roll-ups que vous utilisez pour aller sur les salons, des fiches techniques, Carte de visite. voilà, tous les documents d'accompagnement, tous les supports dont vous avez besoin pour prospecter à l'étranger. Merci Dominique. Donc voilà, ça c'est son information également aussi qui peuvent vous permettre de détecter une appétence de vos produits à l'étranger. C'est vraiment extrêmement intéressant. Et aujourd'hui, justement, cette culture de l'analyse de données, vous devez l'avoir. Vous devez vraiment investir dedans parce que c'est ce qui vous permettra demain de maîtriser, de contrôler tous vos coûts par rapport à l'acquisition online. Alors, on a vu justement les différentes méthodologies, on va dire, et la méthodologie d'analyse de marché et de prise d'information. Ce que je n'ai pas également aussi proposé là, mais on en parle après dans le document, c'est toute la partie recueil d'interviews clients et prospects. Ne négligez jamais l'importance de l'échange avec vos prospects, avec vos clients, même à l'étranger. Prenez le temps de les appeler, de leur poser des questions, d'agréger des informations, pourquoi votre produit il m'intéresse, etc., etc. C'est super important. Là, c'est vrai que j'ai eu une partie très analyse de données brutes. Profitez-en aussi pour avoir une approche sur voilà, les échanges humains. Donc, un premier outil qui est super intéressant pour permettre d'identifier des influenceurs s'appelle BuzzSumo. BuzzSumo, moi, c'est un outil que j'utilise tous les jours, qui est vraiment incroyablement intéressant. Pourquoi? Parce que par rapport à un mot-clé, je suis capable de déterminer qui sont les top influenceurs dans cette thématique-là. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai mis une requête business dans BuzzSumo par rapport à l'Inde. Et donc là, je suis capable d'avoir immédiatement des noms d'auteurs et on va dire de médias d'influence qui peuvent être intéressants pour diffuser la notoriété de notre marque. Donc ça, BuzzSumo, c'est vraiment un outil super intéressant pour savoir quelles personnes cibler et quel support également aussi attaquer. Pourquoi? Parce que quoi de mieux qu'une campagne de relations presse à moindre coût pour lancer un produit sur un marché. Aller chercher aujourd'hui des emails de façon automatisée sur Internet, c'est très simple. Et ça peut vous permettre à vous de réaliser vos campagnes de presse de façon extrêmement simpliste et de façon extrêmement automatisée. Je prends un second exemple. J'ai mis Music Industry. Je crois quelqu'un de chez Cabas qui est dans la salle aujourd'hui. Voilà. Et bien, Music Industry. Ici, on a DJ Lloyd. DJ Lloyd, c'est un mec qui est super suivi sur Internet. Pourquoi ne pas lui proposer un partenariat où il mettra en avant justement nos produits, nos enceintes, en disant, bah voilà, moi j'utilise des enceintes de monitoring Cabas, on peut les acheter sur tel site. C'est des choses qui sont extrêmement, on va dire, simples à faire et qui peuvent également aussi rapporter de façon assez intéressante des retours qualitatifs, tant sur la qualité du produit, mais également aussi sur la perception de la marque, parce que ça permet de développer la notoriété d'une marque très facilement. Ce travail d'influenceur-là en Asie, il est prépondérant. Tout le monde fonctionne comme ça là-bas. Thibaut vous donnera encore une fois des exemples tout à l'heure de travail d'influence avec les marques. C'est assez incroyable. Donc voilà, en termes d'information, ici, vous voyez, on a l'autorité de la page, domaine, le nombre de followers. Alors, il y en a sûrement plus, hein, mais moi, j'ai juste mis Music Industry. C'est le gars qui est remonté. Après, c'était une analyse très rapide. À vous de creuser la chose et de vous servir. Cet outil-là est payant. Il possède une version freemium de 14 jours, je crois. Donc, en 14 jours, vous avez largement le temps de faire votre analyse et de jamais passer à la caisse après. Moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que j'en ai besoin, je recrée une adresse mail et je passe le temps que j'ai besoin dessus. Capter les emails. Enter.io. Enter.io, c'est un outil assez incroyable qui, en fait, parcourt l'ensemble du web à la recherche d'informations, notamment des adresses mail et des numéros de téléphone également aussi. Donc, grâce à Enter.io, je suis capable… Alors ça marche plus sur du B2B. Hein. Sur du B2C, ça va être plus compliqué. En revanche, cette stratégie-là, pour du B2B ou du B2C, elle est tout à fait pertinente. En fonction de la requête que vous souhaitez attaquer, de la cible que vous avez, vous êtes tout à fait capable d'identifier des médias d'influence et d'aller les approcher en leur disant, bah voilà, nous on se lance sur ce marché-là, on aimerait bien mettre en place un partenariat avec vous pour que vous puissiez diffuser le lancement de notre produit, présenter notre produit, etc. On sait que vous avez une audience qui est plutôt
adapté à notre produit. Voilà, il y a sûrement des choses à faire. En revanche, Enter.io, c'est vraiment un outil intéressant pour du B2B. C'est un outil en fait qui va aller, par rapport à un nom de domaine, vous sortir tous les emails qu'il a trouvés par rapport à ce nom de domaine-là. Parce que vous savez, en général, quand on a un nom de domaine, on est capable, après, d'adapter les emails en fonction. Et ce qui est extrêmement intéressant en plus de ça, c'est que cet outil-là nous sort les patterns, c'est-à-dire le schéma de construction des emails. Un schéma de construction d'email, c'est quoi? Moi, typiquement, mon schéma de construction d'email, vous l'avez vu, c'est prénom@west-web-valley.fr. Grâce à ça, je suis capable, si je vais sur LinkedIn et que je mets West Web Valley, je vais voir Sébastien, je vais voir Renan, je vais voir Charles. Et du coup, je vais me dire, si Antoine, son adresse c'est comme ça, alors forcément, toutes les autres, elles sont pareilles. Et donc, je vais être capable d'aller approcher de façon systématique l'ensemble des personnes de la même façon. C'est des choses que vous pouvez faire également aussi. Alors, attention, ça pas à le faire de façon trop commerciale, il faut le faire avec tact et délicatesse, ce qui n'est pas forcément le cas, malheureusement, de beaucoup de gens aujourd'hui. Mais moi, j'ai des très très bons retours sur ce genre de campagne-là, et je vais vous montrer par la suite. Donc, automatiser l'envoi d'email. On a capté nos influenceurs, on a récupéré leurs emails, on automatise l'approche. L'approche, c'est quoi? C'est tout simplement automatiser l'envoi parce que la valeur de vos travail, elle n'est pas dans la répétition. Donc moi, je pars du principe que tout ce qui peut être automatisé doit l'être. Parce que notre valeur, elle n'est pas dans la répétition des tâches, elle est dans le conseil, dans l'apport que nous, humains, pouvons réaliser auprès de nos partenaires. Autopilot, c'est un outil incroyable que moi, j'utilise tous les jours, qui permet de créer des schémas de ce style-là, permettant d'automatiser l'ensemble des relances, l'ensemble des interactions sur un site web. Donc je pars d'ici, j'ai un trigger qui, au bout d'un jour, donc là, ça c'est ma liste de contacts que je pousse directement depuis mon CRM ou depuis ma source de données. Typiquement, ça peut être une fiche Excel aussi, si vous voulez. Ici, j'ai mon premier email. Alors, au moment du screenshot, je n'avais pas déterminé le délai, mais j'ai un check au bout d'un certain temps, savoir si le mec, ou la femme d'ailleurs, a ouvert mon email et s'il a cliqué. Et je suis capable, après, automatiquement, de faire des relances automatisées, s'il n'a pas cliqué, s'il n'a pas ouvert. Et je suis même capable également aussi, ici, de savoir s'il a laissé ses informations de contact sur mon formulaire, d'envoyer une notification à l'équipe commerciale en disant, voilà, on a un nouveau contact, à vous de faire le job. D'envoyer un email de remerciement à la personne en disant, c'est sympa, on va revenir vers vous. Ou au contraire, de lui dire, malheureusement, vous n'avez pas pris contact avec nous, on aimerait savoir pourquoi. Et ça de façon entièrement automatisée. Donc là, moi, j'ai des schémas qui tournent pour des startups. Là, typiquement, c'est un schéma qu'on a mis en place pour une startup dans laquelle nous, on investit à la West Web Valley, qui s'appelle Energency, et qui est en train de se lancer sur l'Espagne et l'Italie. Et donc, on les accompagne justement dans toutes ces parties-là, automatisation, parce qu'aujourd'hui, les équipes commerciales ne sont pas suffisamment structurées pour pouvoir aller faire du démarchage porte à porte qui engendrerait un coût incroyable. On est plutôt sur une identification, une approche commerciale en amont. C'est-à-dire qu'en fait, on fait du digital jusqu'à la prise de rendez-vous. Et à la première prise de rendez-vous, là, on envoie de l'humain pour générer justement un contact et déclencher le process. Le digital est vraiment intéressant dans toute la partie prospection en amont. Et c'est comme ça que nous, on l'utilise aujourd'hui. On s'en sert vraiment pour générer de la notoriété auprès de notre cible, faire de l'acquisition de trafic et de l'activation. L'activation, c'est tout simplement, moi, prospect, je laisse mon contact sur le site web de cette entreprise-là parce que je pense que le produit correspond à mon besoin. Créer des pages d'atterrissage. Alors ça, c'est super intéressant et c'est super important également aussi. N'envoyez jamais plus, s'il vous plaît, vos contacts, vos prospects, tout ce que vous voulez sur vos pages d'atterrissage quand vous leur vendez quelque chose. Faites des pages segmentées, spécifiquement réalisées pour votre cible. Si vous vendez des carottes et que vous tombez sur une page sur laquelle vous parlez de poireaux, la personne va partir, c'est obligé, parce que ça ne l'intéresse pas. Et vous faites la même chose aussi, de façon logique. Donc voilà, si vous travaillez sur de l'acquisition, que ce soit via email comme on l'a vu ici,
ou via Facebook Ads, ou via Google AdWords, ou via d'autres, ou via Baidu, qu'on verra tout à l'heure avec Thibaut, eh ben, travailler des pages d'atterrissage. Et Thibaut expliquera, je pense, aussi comment est-ce que lui travaille demain pour faire de l'acquisition aussi en Chine. Donc NBounce, c'est un outil incroyable. Pourquoi? Parce que ça vous permet de créer des pages d'atterrissage sans coder, sans aucune ligne de code. C'est-à-dire que c'est que du glisser-déposer. C'est un peu cher. C'est le meilleur outil que nous, on a trouvé. Il coûte 900 € à l'année. Il y en a des outils qui sont moins chers. Lead Pages, par exemple, coûte beaucoup moins cher et vous permettra de faire le même travail. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que ça vous évite de devoir passer par votre agence web. Ça vous vraiment libère de la contrainte technique. Vous êtes capable du coup de créer des pages de contenu dédiées servant un message spécifiquement adapté à vos campagnes d'acquisition. Vous faites de l'acquisition en Inde, vous allez créer une page spécifique. Vous faites de l'acquisition au Rajasthan, vous n'allez pas proposer la page Inde, vous allez proposer la page Rajasthan. Je dis ça parce que je travaille pour une startup là qui vend des voyages à moto au Rajasthan. Et c'est assez incroyable. Et du coup, on a réalisé toute une page d'atterrissage. Je vais peut-être essayer de vous la montrer d'ailleurs. Ça peut être intéressant. Alors, hop. Voilà. Donc ça, c'est une page d'atterrissage. C'est une page d'atterrissage. Une page d'atterrissage, ça revêt des critères obligatoires. C'est un titre, un sous-titre, un formulaire de conversion, des logos, naturellement, et puis des éléments du discours marketing. Donc ça va être une description du voyage, de l'humain, des éléments de réassurance, qu'on appelle également aussi social proof. Moi, ma social proof, c'est Trustpilot, parce que je récupère des avis. Je présente un peu également aussi les éléments de réassurance de cette façon-là. On a une contextualisation du message temporel, à savoir, voilà, les prochains départs, c'est ça et ça et ça, inscris-toi. On a des photos qui contextualisent encore une fois, avec un petit témoignage, une organisation sans faille, des guides exceptionnels, etc., etc. Et un détail du voyage. Jusqu'à 6, si on veut le détail complet, on clique sur le bouton et on est amené vers un formulaire qui nous demande plus d'informations. Ce sont des moyens extrêmement simples pour vous de capter la data sur vos prospects dans les différents pays. Alors là, aujourd'hui, moi, je cible le marché français, hein, mais on l'a également réalisé pour le marché anglais. Cette page-là, on l'a réalisée pour le marché anglais. Et comment est-ce qu'on fait? On fait du Google AdWords, sur des mots-clés spécifiques. Donc ça va être Motorcycle Tour Rajasthan ou India. Et à partir de là, on ramène du trafic sur cette page-là et on génère des contacts qualifiés qui sont après rappelés par l'équipe commerciale. Alors, il clique sur la publicité, en effet. Donc c'est bien ça, le prospect en fait clique sur la pub et arrive sur cette page-là. Exactement, exactement. Voilà, donc cet outil-là est vraiment super intéressant et sans aucune ligne de code, hein. C'était plutôt propre. Donc voilà, vous pouvez tous faire la même chose, ça vous libère des contraintes techniques et ça vous permet d'aller rapidement tester une idée, une approche commerciale, un segment de marché, etc., etc. C'est vraiment super intéressant. Et vous pouvez naturellement l'interconnecter avec votre CRM, avec tout ce que vous voulez. Donc, pour finir, ce sera la dernière partie de la présentation. Après, Thibaut interviendra sur la Chine. Il y a quelque chose que vous devez maîtriser sur le bout des doigts, c'est cette partie-là, le cycle de vie client en ligne. Il y a 5 étapes, moi j'en rajoute une 6e. Ce framework-là, il a été développé par Dave McClure. Dave McClure, c'est le fondateur de 500 Startups. C'est un accélérateur de startups basé aux États-Unis.
et il a rationalisé ça sous forme de 5 étapes. Acquisition, donc comment est-ce qu'on fait venir du trafic sur mon site. Activation, qu'est-ce qui fait que la personne va réaliser une interaction avec mon site, ou ma page d'atterrissage, ou ce que vous voulez. Rétention, comment est-ce que je vais faire revenir mon utilisateur? Comment est-ce que je vais rester dans l'esprit de mon consommateur? Referral, comment est-ce que je vais faire parler de ma marque à mes clients, à mes prospects, pardon. Et enfin, revenue, ça je peux vous l'apprendre, c'est comment est-ce que vous faites du business. Moi, à cette étape-là, j'y rajoute une 6e qui est l'awareness, qui se situe en amont du tunnel. Awareness, c'est la notoriété. Comment est-ce que je génère la notoriété auprès de ma marque? C'est super important. Et la notoriété est différente de l'acquisition. Donc ça, c'est des choses que vous devez faire dans votre entreprise en vous lançant. Et en fonction des pays également aussi. C'est-à-dire, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Est-ce que déjà j'ai cette donnée-là? Est-ce que je suis capable de la mesurer? Si vous n'êtes pas capable de la mesurer, il faut commencer par là. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place les bons outils de tracking et de suivi pour déterminer quelle est ma notoriété, quelle est mon acquisition, comment est-ce qu'on mesure la notoriété. Il y a des outils aujourd'hui en ligne qui font du social listening, c'est-à-dire de l'écoute en temps réel de mentions liées à votre marque. Et ça, c'est des choses que vous pouvez mettre en place pour déterminer, par exemple, la notoriété de votre produit. Si vous faites du B2C. Si vous faites du B2B, il y a d'autres moyens. Il faut juste prendre le temps de se poser autour d'une table et de réfléchir quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour analyser et mesurer la notoriété de notre marque par rapport à notre cible. L'acquisition, comment je fais du trafic, enfin bref. Et tout ça en face, vous pouvez le schématiser. Et ce ne sont pas les mêmes critères en fonction de vos entreprises. C'est pas du tout pareil. J'étais sur tasty.co. Je ne sais pas si vous connaissez tasty.co. Tasty.co, c'est un site web qui fait des recettes super gourmandes à base de 2-3 minutes. Et eux, leur stratégie, elle passe uniquement par Facebook et par les réseaux sociaux. Donc eux, ils mesurent leur notoriété au nombre de vues de leurs vidéos sur Facebook, Instagram. Une entreprise en B2B, la notoriété va plutôt se mesurer, au nombre de partages d'un article sur LinkedIn ou du nombre, d'abonnés à votre chaîne LinkedIn. Enfin voilà, c'est vraiment spécifique et adapté en fonction de chacun de vos business. Donc je vous l'expliquais également aussi, la mise en place de ces outils-là, ça induit une maîtrise de votre data. Google Analytics, c'est la base, on va dire. C'est vraiment le socle technique que vous devez tous posséder sur votre site web. Ensuite, quand vous montez un peu de niveau, vous avez Mixpanel et Amplitude, qui sont des outils sensiblement identiques. Analytics est très intéressant pour la partie analyse des vues. C'est-à-dire que le modèle de base d'Analytics, c'est je sais que tel utilisateur a vu telle page. En revanche, il ne sait pas où est-ce qu'il a cliqué. Et c'est là, en fait, la grosse faiblesse d'Analytics. Mixpanel et Amplitude sont, eux, des outils qui vous permettent de mesurer toutes les interactions. Dans un monde mobile, c'est extrêmement important de savoir qu'est-ce qui est cliqué et qu'est-ce qui est pas cliqué. Et donc, ces outils-là, Mixpanel ou Amplitude possède une version gratuite qui est vraiment intéressante et qui vous permettra demain de mesurer l'ensemble des interactions du parcours. Alors, Google Analytics le permet aussi, mais ça nécessite, on va dire, un travail supplémentaire. Et ce n'est pas forcément là où Analytics est le meilleur. Moi, en général, ce que je conseille, c'est Analytics et Amplitude sur un même site pour avoir une vraie vision des interactions, du parcours utilisateur et du suivi de celui-ci. Donc, tester un marché sans se crasher, c'est très simple. On a vu les différentes étapes. On analyse le marché. On regarde quels sont les supports numériques qui sont utilisés. On traduit naturellement notre discours dans le discours de la langue que l'on souhaite cibler. On fait de la publicité qu'on ramène sur une page dédiée. C'est aussi simple que ça, sincèrement. Ça n'a vraiment rien de scientifique ou quoi que ce soit. C'est juste du bon sens. C'est-à-dire, je fais la même chose que ce que je fais en
en réel, en fait, mais adapté au digital. La démarche est vraiment super simple et c'est vraiment, vraiment à la portée de tout le monde. En revanche, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut faire attention aux différences de langage. L'anglais anglais est différent de l'anglais indien. Alors, ils vont le comprendre, ça ne pose pas de problème. Mais en revanche, ce qui va poser problème, c'est dans la volumétrie des mots-clés que vous aurez choisis. Si vous choisissez les mauvais mots-clés, par exemple, bah, ça ne va pas être forcément des mots-clés qui vont générer beaucoup de volume, beaucoup de clics. Parce que ce sont des mots-clés qui ne sont pas utilisés dans le pays que vous ciblez. Donc il y a cette partie-là aussi qui est intéressante. Et vous trouverez quelques ressources en ligne sur justement les différences de langage entre, par exemple, l'Angleterre et l'Inde. Mais n'hésitez pas à vous faire accompagner aussi par des experts. Et c'est pour ça que moi, j'ai sollicité aujourd'hui Thibaut. Parce que Thibaut, c'est un vrai expert sur voilà, comment générer de la visibilité pour mes produits en Chine grâce au digital. La technique joue un rôle clé. Si demain, vous avez une stratégie de référencement naturel et de visibilité à l'international, typiquement, aujourd'hui, moi, je travaille avec Chakabe sur ces problématiques-là. Chakabe, c'est une plateforme de réservation de cours de surf. Et donc, ils ont des cours de surf référencés dans énormément de pays dans le monde. Et leur problématique, c'est que ils veulent être visibles dans plusieurs langues parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et qui souhaitent réaliser des super vacances et réaliser des cours de surf. Et ils n'arrivaient pas à être visibles parce qu'ils avaient un problème technique qui freinait l'indexation et la visibilité de leur page par les robots des moteurs de recherche. Et ça, vous devez également aussi, alors soit vous faire accompagner par des professionnels, soit avoir ces ressources-là en interne pour déterminer que c'est bien ou c'est pas bien. Mais le référencement naturel, c'est une technique qui prend du temps. Et c'est ça le frein majeur, on va dire. L'acquisition de trafic payant est rapide et beaucoup plus efficace parce que vous contrôlez votre budget et que à partir du moment où vous payez, vous êtes visible. Donc ça peut vous permettre également aussi rapidement d'avoir des retours et de semaine en semaine, de faire un retour à votre comité de directeur en disant voilà, on a tel chiffre, go ou no go. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, bien sûr, mais dans l'esprit, c'est un peu ça. C'est vraiment l'idée d'avancer rapidement, d'itérer, de faire des modifications et de continuer de cette façon-là pour améliorer notre produit toujours plus. Maximiser la connaissance client, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ne négligez jamais les échanges avec vos prospects dans les pays. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'installe de façon systématique une box de chat online. J'ai sur mon téléphone installé l'application. C'est un outil qui s'appelle Crisp. Crisp, c'est une société de chat online qui a été développée par un gars de Lannion, qui aujourd'hui explose dans le monde entier. Ils ont, je crois, 10 000 clients, comme ça. Enfin, c'est assez incroyable. Et ils ont une version gratuite qui vous permet à vous toutes et tous de l'installer sur vos sites web gratuitement et d'en profiter. Et moi, je suis informé en temps réel, en fait, des gens qui m'envoient un message sur Startupbox. Et donc, je suis capable de leur répondre n'importe quand et de commencer un échange avec eux. Alors, ça induit une réactivité, une présence online aussi assez forte, mais c'est toujours intéressant pour essayer de capter de la donnée et d'avoir des informations. On l'a mis en place également aussi sur Chakabe, et sur Chakabe, c'est incroyable tout ce qu'on a pu corriger comme bug, comme info à récupérer par les prospects, etc., etc. Donc voilà, le point d'achat. Quand avez-vous souscrit notre offre? Où étiez-vous? Quelle heure il était? Étiez-vous seul ou avec quelqu'un? Quand avez-vous commencé à chercher une solution à ce problème pour la première fois? Où étiez-vous? Voilà. Ce sont des questions assez basiques, mais qui peuvent vous permettre à vous de conduire un entretien, on va dire, informel, mais vous permettant de récupérer des informations assez intéressantes sur la perception de votre produit et sur, on va dire, le positionnement. Bon, après, c'est un peu plus compliqué, hein, mais bon, c'est présent dans le document, je crois, donc vous pourrez le lire et l'analyser en temps réel. Accélérer votre time to market. On a vu aujourd'hui qu'on pouvait faire de l'acquisition via la publicité payante. Une grosse tendance en Asie, c'est les plateformes, les marketplaces, les places de marché. Les places de marché, c'est assez incroyable, et donc on va le voir ensemble. Là, je vais vous passer quelques slides. Tmall. Tmall, c'est présent dans 20 pays en Asie. C'est la plus grosse marketplace, on va dire, asiatique. Donc si vous voulez être présent dans 20 pays en Asie, vous allez sur Tmall, vous diffusez votre flux de produits, et à partir de là, vous serez visible. Alors ça marche bien pour du B2C. Pour du B2B, c'est un peu plus compliqué, et du coup, je vous laisserai voir avec Thibaut sur la Chine comment est-ce que lui met en place ce genre de choses. On a Lazada.
Lazada, c'est la plateforme la plus performante dans le sud-est de l'Asie. C'est 550 millions de consommateurs sur 6 pays, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, je crois. Enfin, voilà, c'est vraiment la corne sud de l'Asie. Et pour vous dire comment ça marche, Alibaba a même mis 500 millions sur la table pour investir dans cette boîte-là. Donc c'est que c'est vraiment quelque chose qui marche et qui est en plein développement. Et c'est vraiment aussi c'est vraiment une approche assez asiatique. Hein. C'est vraiment très marketplace. C'est un moyen pour vous aussi d'aller tester un marché à moindre coût. Là, typiquement, sur Lazada, il n'y a aucun frais mensuel ou de présence. C'est-à-dire que, bon, c'est sûrement pas gratuit, je n'ai pas les détails, mais intéressez-vous à ces choses-là, parce que ce sont des tests qui coûtent peu ou pas grand-chose et qui peuvent vous permettre à vous, si ce n'est du temps humain, d'aller vérifier si votre produit a un intérêt par rapport à votre cible, par rapport à la cible que vous avez dans les différents pays. Flipkart, c'est le Amazon indien. C'est 43% de part de marché en Inde. Donc vous allez sur Flipkart, vous avez déjà une visibilité qui est énorme en Inde. Voilà, on a fait le tour. J'ai voulu être assez rapide. On n'a pas vraiment pris le temps de creuser les différentes choses parce qu'il y a Thibaut qui va intervenir. Je ne sais pas si vous avez des questions. Auquel cas, on peut passer directement à l'intervention de Thibaut. Ça semble clair. Ok, super. Alors, hop. Thibaut, est-ce que tu nous entends? Je vous entends très bien. Superbe. Et vous? Eh ben, c'est parfait aussi, je pense. Alors, ok, bon, bah, écoute, je vais pouvoir partager mon écran. Alors, attends, tac. Donc, je coupe et je te laisse me rappeler? Ouais, ça marche. À tout de suite. À tout de suite. Voilà, donc Thibaut est à Pékin actuellement. Il a développé une agence qui s'appelle Creative Union. En fait, c'est un ami avec qui j'étais à l'école. Et... Il y a un petit temps de latence. Et comme je disais, il est basé à Pékin. Il a développé une agence spécialisée dans le marketing digital en Chine. Il va nous faire une présentation de l'écosystème digital chinois et nous présenter un peu le tout. C'est bon, tu m'entends? Alors, on t'entend très bien. On va passer sur ta présentation. Je te dis, il y a un petit temps de latence comme tout à l'heure. Donc, écoute, je te laisse peut-être te présenter. Et puis on est à l'écoute, Thibaut. Ok, super. Bonjour à tous. Petite question, Antoine. Est-ce que tu pourrais juste mettre ta caméra et la tourner vers le public? Alors, je vais essayer de faire ça. Hop. Merci. Hop. Est-ce que c'est bon? Alors, je vais la brancher. Pas encore. Ouais, je vais la brancher et puis on va être bon. Tac. Alors, hop. Ok, très bien. Ok, c'est bon? Super. Bon, je vous vois tous. Bonjour à tous. Donc, je vais d'abord me présenter rapidement et je vais aujourd'hui vous présenter l'écosystème digital en Chine. Donc, vous pouvez déjà oublier tout ce qu'Antoine vient de vous dire parce qu'il n'y a quasiment aucun outil qui marchera ici en Chine. Donc, tout d'abord, je m'appelle Thibaut Alcorani. J'ai 26 ans. Ça fait 4 ans que je suis expatrié en Chine. Je suis un ancien de l'ESC Brest et je suis aujourd'hui le représentant alumni de l'ESC Brest en Chine. J'ai monté il y a un petit peu plus d'1 an Creative Union avec un autre Français qui est une agence de marketing digital. Notre but, c'est d'accompagner les entreprises françaises dans le développement de leur communication digitale en Chine. Donc, vous pouvez déjà, si vous voulez, me suivre sur LinkedIn et voir toutes les news qu'on publie liées au digital en Chine et en Asie. Ça peut être intéressant et vous trouverez également mon mail et notre site internet. Donc, moi, en gros, je suis arrivé en Chine il y a 4 ans pour finir mes études. Donc, j'ai fini mon master en Chine. Ensuite, j'ai fait un stage de fin d'études chez Bureau Veritas au Head Office Asie, qui m'a permis un peu de découvrir justement le monde du travail en Chine. Et j'étais en charge justement de la stratégie digitale du groupe en Chine. Donc, c'est là où j'ai pu aussi acquérir quelques outils. Et j'ai vraiment réalisé que la stratégie digitale d'une entreprise, aussi bien B2B que B2C, était complètement différente par rapport au marché occidental.
Ensuite, j'ai décidé de partir plus dans le sud de la Chine, me rapprocher d'Hong Kong, précisément à Shenzhen. Shenzhen, c'est la Silicon Valley chinoise. C'est 70% des produits high-tech mondiaux qui sont fabriqués là-bas. Il y a énormément de centres R&D. Puis, j'ai créé ma première entreprise là-bas. Et suite à une relation avec une de mes clientes, je me suis rapproché à Pékin. Donc, j'ai créé Creative Union il y a à peu près un an. Donc, vous allez voir, on va aborder énormément de plateformes que vous ne connaissez probablement pas. Donc, on va commencer d'abord par les chiffres clés de l'Internet en Chine. Ensuite, on verra toute la partie web, avant de basculer sur la partie social media, qui est incroyable. On a à peu près 5 ans d'avance sur la partie occidentale. Ensuite, on fera une partie sur le e-commerce en Chine, et on finira par la partie cross-border qui peut intéresser certains d'entre vous. Donc, on va commencer avec quelques chiffres. Donc, comme vous le savez, la Chine, c'est le pays le plus peuplé du monde. Il y a quasiment 1,4 milliard d'habitants. Il y a plus de 800 millions d'actifs. Et aujourd'hui, on a une population urbaine d'à peu près 57%, et c'est un chiffre qui augmente constamment. Le taux de pénétration en Chine est en pleine croissance. L'année dernière, on était à 53%, aujourd'hui, on est à 56%. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même encore aujourd'hui 44% de personnes qui n'accèdent pas Internet en Chine. Donc, la majorité de ces personnes en campagne. Il faut savoir, en Chine, comme vous le savez, il y a un alphabet différent. Donc, c'est des caractères. Il y a à peu près 60 000 caractères. Il y a une méthode qui a été mise au point justement pour pouvoir écrire ces caractères sur un ordinateur, sur un téléphone, ça s'appelle le pinyin. Donc finalement, avec des lettres latines, vous allez pouvoir composer des caractères. Et aujourd'hui, 25% des personnes qui n'utilisent pas Internet, en fait, sont des personnes qui n'ont pas appris justement le pinyin, savent uniquement dessiner les caractères et donc ne sont pas à même d'utiliser Internet. Donc la répartition aujourd'hui des personnes qui utilisent Internet, c'est 53% d'hommes contre 47% de femmes. Ça s'équilibre. Avant, les hommes étaient beaucoup plus importants. Et 73% des gens en ville contre 27% des gens en campagne. Donc ça veut dire que la population qui navigue sur Internet est quand même relativement éduquée. Donc aujourd'hui, 753 millions, c'est le nombre d'utilisateurs qui accèdent à Internet via leur mobile. Aujourd'hui, quand vous venez en Chine, il faut penser une chose, c'est mobile. Mobile, mobile, mobile. Donc là, comme vous pouvez le voir sur cette slide, donc 97,5% des gens qui ont Internet y accèdent depuis leur smartphone. Il faut dire que moins de personnes en Chine ont des ordinateurs que nous, on pourrait avoir en France. Vous allez avoir quand même 60% des personnes qui accèdent via un desktop. Ça, c'est un chiffre qui est en recul par rapport à l'année dernière. 36% uniquement sur un ordinateur portable et 30% sur une tablette. Aujourd'hui, quand vous allez venir en Chine, vous allez avoir votre site Internet, déjà qu'il va falloir redévelopper, on va le voir un petit peu plus tard. Il faut qu'il soit mobile first. Aussi, chiffre important, plus de la moitié des internautes ont entre 10 ans et 30 ans. Donc ça veut dire que dans votre communication, il va falloir vous adapter justement à cette population jeune, de millennials, comme on pourrait les appeler, qui sont différents, qui sont plus occidentalisés que leurs parents, plus ouverts, et justement, il faut réussir à capter leur attention. Donc là, vous avez rapidement un petit schéma par âge. Donc comme on le voit, entre 10 ans et 30 ans, c'est à peu près 50%. Il y a quand même aujourd'hui des seniors à partir de 60 ans qui utilisent Internet, mais encore peu. Mais de plus en plus, comme vous le savez peut-être, aujourd'hui, une des grosses problématiques de la Chine, c'est le vieillissement de la population. En 2030, il y aura à peu près 400 millions de plus de 60 ans, ce qui représente de nouveaux marchés et de nouveaux enjeux pour la Chine. Ensuite, on va passer à une partie que j'ai nommée Internet ou Intranet. Comme vous le savez, il y a un certain protectionnisme en Chine qui justement fait une césure entre l'Ouest et l'Est et qui nous amène à avoir des outils qui sont uniques et uniquement utilisés en Chine. Donc, on appelle cette censure web le Great Firewall. Donc, le but du gouvernement, c'est de réguler l'environnement web, c'est de limiter l'accès des citoyens aux médias étrangers, et c'est de bloquer les outils digitaux étrangers qui permettraient également de communiquer vers l'étranger pour favoriser les leurs. Et pour les personnes qui souhaitent s'implanter en Chine, il faut bien entendu se soumettre aux lois nationales et locales. Comment est-ce que ça se traduit? Aujourd'hui, vous avez tous, j'imagine, un site internet.
bah, il y a de fortes chances que votre site internet ne s'ouvre pas en Chine ou soit extrêmement lent. Pourquoi? Parce que déjà, toutes les API Google, les Google Fonts, YouTube, etc. sont bloqués. Et de plus, il y a aussi une question de serveur. Donc, si vous avez un serveur en Chine, que votre site est hébergé en Chine, il ira bien entendu plus vite que si votre site est hébergé en France. Donc, vous le savez aussi, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas Twitter, il n'y a pas Instagram, il n'y a pas Snapchat, il n'y a pas Gmail, j'en passe. Donc ça, c'est vraiment les social media un peu historiques qui ont été bannis de Chine assez rapidement. Et depuis peu, ça s'accentue. Donc l'année dernière, WhatsApp a été bloqué et Skype est bloqué suivant les moments. Donc nous, ici, pour se connecter, on utilise des VPN. Donc en fait, c'est un logiciel qui va nous permettre de nous connecter via un serveur qui est à l'étranger. Donc en fait, les sites, les plateformes vont nous détecter comme étant à l'étranger. Donc pour donner un exemple, des fois, j'utilise un serveur au Japon. Donc je vais aller sur YouTube et je vais avoir des pubs japonaises. Des fois, je vais aller aux États-Unis et ça va être des pubs américaines. Aujourd'hui, le gouvernement lance plusieurs annonces. Bon, il y a eu des rumeurs depuis un certain temps, mais il voudrait aujourd'hui interdire totalement les VPN. Donc nous, c'est ce qui nous permet aussi de garder en lien avec la France, avec l'Occident. Donc on se connecte quand même sur Facebook, on accède à nos mails sur Google. Aujourd'hui, bah, il semblerait que ces VPN puissent sauter. Donc ça, ce serait une barrière supplémentaire pour les entreprises qui voudraient se développer ici. Et on va le voir aussi tout au long de cette présentation. Ici, les certifications pour tous les comptes sont très importantes. Vous avez à chaque fois un système d'authentification et vous avez des licences. Donc, par exemple, si vous voulez héberger votre site web en Chine, c'est pas comme à l'étranger, c'est une procédure assez complexe. Donc, si c'est un site vitrine, vous allez devoir appliquer une licence ICP, Internet Content Provider, qui est fournie par le gouvernement chinois. Et donc ça prend à peu près une trentaine de jours. Donc vous imaginez, vous venez en Chine, déjà vous allez localiser votre site internet en Chine. Donc nous, on fait par exemple en interne du développement customisé pour qu'il s'ouvre au mieux en Chine. Et ensuite, on va apply pour cette licence. Donc il faut à peu près 2 mois pour que votre site soit opérationnel en Chine. Donc ça, c'est la première option. Sinon, vous avez une deuxième option qui va consister à avoir un site web custom très léger, qui va être hébergé au port de Chine, donc Hong Kong, Singapour ou Tokyo, et qui sera quand même accessible depuis la Chine. Par contre, vous aurez plus de mal à le référencer sur le Google chinois Baidu. Donc justement, on arrive sur la partie recherche web. Donc là, aujourd'hui, vous avez un panorama des 4 moteurs de recherche principaux. Baidu, qui est quand même relativement connu, qui représente 58% de part de marché. Shenma, 29%. Haosu 360, 6% et Sogo, 5%. Donc là, vous avez bien ces noms en tête. Voilà l'évolution des parts de marché. Donc vous pouvez voir, on démarre à droite en février 2018. Donc aujourd'hui, les chiffres que je viens de vous donner. En novembre 2017, donc il y a 4 mois, 3 mois, Baidu avait 80% de part de marché. Donc, je reviens rapidement. Baidu avait 80% de part de marché. Shenma était à peu près 3,38%. Donc ça veut dire qu'en 3 mois, Shenma est passé de 3,38 à 28,78%. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'étudier ce chiffre? Parce que c'est très représentatif de l'environnement digital chinois. Donc tous les chiffres que je vais vous présenter aujourd'hui sont actuels, ont été récoltés entre janvier 2017 et aujourd'hui, mais pourront être obsolètes demain ou dans 2 mois. Donc Baidu, ça a été créé en 2000 par Robinhood. Robinhood, il faisait partie des équipes de développement au début de Google. Donc en fait, il a pu contribuer justement au développement de Google et ensuite il est revenu en Chine. Il a développé son propre moteur de recherche qui est assez similaire à Google, on va le voir après. C'est le 2e moteur de recherche au monde. C'est un outil qui est très efficace dans le pay-per-click, donc l'équivalent du Google Ads à l'étranger. Par contre, comme je le disais, c'est un petit peu moins avancé que Google. Parallèlement à ça, vous avez Shenma, donc l'outsider qui commence à exploser. Donc c'est surtout 36% de part de marché sur mobile. En fait, Shenma, c'est tout simplement un moteur de recherche qui n'existe que sur mobile. Donc vous n'avez pas de version desktop, vous ne pouvez pas y accéder depuis un ordinateur. Donc ça, c'est aussi assez représentatif de l'environnement ici. Shenma, en fait, pourquoi est-ce que ça marche? C'est parce que c'est un moteur de recherche déjà qui est très très rapide. Vous pouvez télécharger directement des applications. Vous n'avez plus besoin de passer par un store. En fait, vous allez taper votre requête dans la barre de recherche. Et vous allez pouvoir avoir votre application qui va arriver. Vous allez aussi pouvoir rechercher des produits. Et là, vous allez avoir des liens directement de produits
sur des plateformes de e-commerce. Donc, au lieu d'avoir le lien de la plateforme de e-commerce, vous aurez directement l'image. Vous pourrez cliquer, vous arriverez directement sur la description de produit. Et ils sont aussi très forts dans le livre. Donc ça, c'est une plateforme qui est assez récente, qui a été fondée en 2014. Et c'est une joint venture entre le géant Alibaba et UCWeb. Donc les différences majeures avec Google, en fait, c'est surtout une question d'années. Tout d'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut des certifications et des authentifications partout. Donc, quand vous allez enregistrer votre site sur Google, ça va être assez rapide, il va être en ligne, il va être référencé assez rapidement. Là, sur Baidu, vous êtes obligé de créer un compte. Vous allez être obligé de donner votre carte d'identité, votre business license chinoise, en numéro de téléphone, on sait qui vous êtes. En fait, demain, il ne pourra pas y avoir de problème de fraude, dans le sens où on sait qui vous êtes. Par contre, l'avantage, c'est que la concurrence est moins importante. Les boîtes vont faire plus de promotions payantes et vont faire moins de SEO. Donc, si demain vous êtes rigoureux, que vous publiez du contenu, ce sera plus facile d'accéder sur les premières pages. Une grosse différence avec Google, sur Google, vous allez publier en lien externe, ça peut tout de suite aider votre référencement. Donc c'est la qualité prime avant la quantité. En Chine, c'est l'inverse. Il vaut mieux avoir 200 liens peu qualifiés plutôt qu'un lien qualifié. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité ou pas encore d'aller sur des sites chinois, notamment Alibaba, Taobao ou peu importe. En général, c'est des sites qui sont déjà pas forcément esthétiques, même si c'est en train de changer, et extrêmement chargés. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, pour Baidu, la première page est plus importante par définition que le reste des pages. Donc en fait, il va falloir que vous placiez des keywords et du contenu dans votre première page pour faire en sorte que cette première page soit bien référencée, parce que dans tous les cas, une page service sera moins bien référencée. Baidu a aussi un outil assez intéressant et assez poussé d'analyse de contenu. Donc tout à l'heure, Antoine parlait de la traduction de contenu. En Chine, c'est bien sûr important, mais c'est surtout la qualité qui prime. Donc si vous vous amusez à utiliser Google Translate, votre site risque de ne pas forcément être très très bien placé. Pareil, quelque chose d'important au niveau du nom de domaine. Aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui viennent nous voir et qui vont avoir des noms de domaine .fr. Ça, aujourd'hui, vous ne pourrez pas être bien référencé sur Baidu si vous avez un nom de domaine en .fr. Aujourd'hui, il y a 3 noms de domaine qui vous permettent d'être bien référencé. C'est le .com, le .com.cn et le .cn. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si vous achetez un nom de domaine pour un site en Chine, il faut que vous l'achetiez chez un registraire chinois. Donc, par exemple, vous avez le service cloud d'Alibaba, Aliyun, qui vous permet d'acheter des noms de domaine qui est un peu l'équivalent de GoDaddy. Par contre, encore une fois, au lieu d'acheter uniquement votre nom de domaine, vous allez l'acheter, puis ensuite vous allez devoir remplir un formulaire, remplir vos informations, puis envoyer la photocopie de votre business license, votre signature, votre passeport, votre numéro de téléphone, vous allez avoir un code de vérification, et si le registraire chinois juge que vous êtes en règle, 3-4 jours après, vous allez recevoir l'autorisation d'utiliser ce nom de domaine. Donc vous voyez, en fait, tout est un peu plus compliqué. Ensuite, malgré tout, ce qui joue encore, c'est l'âge du site. Donc si vous avez un site qui n'est pas forcément terrible, mais qui est en ligne depuis 10 ans, vous serez quand même avantagé par rapport au nouveau site. Bon, après, ça dépend des efforts en SEO. Et bien entendu, l'hébergement en Chine est favorisé. Donc ça, c'était la première partie sur le web. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir et à me les poser directement. Comme ça permettra de pouvoir rebondir tout de suite et pas d'oublier les questions. Donc social media. Donc là, on arrive vraiment dans un monde qui est totalement différent, avec une plateforme dont vous avez probablement entendu parler, c'est WeChat. Donc là, WeChat, ça y est, atteint le milliard d'utilisateurs mensuels. Donc c'est plus de 900 millions d'utilisateurs quotidiens. Et alors ça pareil, c'est un chiffre qui date de début 2017. C'est 90 minutes par jour. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas loin des 2 heures et on les a potentiellement déjà passées. Alors, Thibaut, j'ai une question. Thibaut, est-ce que tu m'entends? Pardon? Ouais, j'ai une question. Est-ce que les 1 milliard d'utilisateurs, c'est uniquement en Chine ou alors c'est sur d'autres pays asiatiques également? Alors, c'est aussi sur d'autres pays asiatiques. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, on va revenir rapidement pour pas que je vous donne un chiffre erroné. On a grosso modo 850-900 millions d'utilisateurs d'internautes en Chine. Donc il y a quand même une diaspora chinoise qui est assez importante à l'étranger.
Et donc, il va y avoir des personnes à Paris, il va y avoir des personnes en Asie également. Mais malgré tout, il y a 902 millions d'utilisateurs mensuels, journaliers, et qui se connectent tous les jours à WeChat. Donc, c'est une application qui pourrait ressembler à WhatsApp, dans le sens où c'est une application de messagerie instantanée, sauf que ça va beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que vous allez également avoir des applications tierces qui sont proposées dans l'application WeChat. Vous allez par exemple pouvoir commander un taxi. Vous avez un système de wallet, on va le voir après, mais vous avez un système de paiement qui s'appelle la wallet. Et quand vous allez vous accéder dans cette wallet, vous allez avoir différentes applications. Donc une va vous permettre de commander un taxi. Et en fait, ça va faire directement le lien en tant que third party sur la plateforme, donc le Uber chinois, qui s'appelle Didi d'ailleurs, qui a été racheté Uber en Chine. Vous allez pouvoir commander en avion, acheter un billet de train. Vous allez pouvoir réserver directement votre place de cinéma. Vous allez pouvoir voir les restaurants à proximité. Vous allez pouvoir commander votre McDo à domicile. Et 30 minutes après, vous serez livré. Donc ça va beaucoup plus loin. Donc aujourd'hui, quel est l'intérêt de WeChat pour une marque? Le but, ça va être d'offrir du contenu engageant pour créer une relation one-to-one. Donc ce qu'il faut par contre dire, c'est qu'à la différence de Facebook, WeChat est une application fermée. Donc ça, c'est un problème pour les marques. C'est-à-dire que si vos followers commentent ou like, leurs amis ne verront pas qu'ils ont liké ou commenté votre page. Donc c'est plus compliqué d'aller chercher des followers. Après, il y a des techniques et le but, c'est d'adopter une stratégie multicanale qui va quand même vous permettre de ramener des followers. Mais il faut vraiment mettre au point une stratégie digitale. Si vous avez que WeChat, vous n'aurez jamais vraiment de followers. Donc le but de WeChat, ça arrive plutôt en bout de chaîne et le but, c'est vraiment de fidéliser votre audience. Ensuite, ce qui est génial, c'est que comme sur Facebook, vous allez avoir l'opportunité de créer une page. Donc là, ça s'appelle un compte. Vous avez des comptes entreprises. Donc en fait, vous allez imaginer WhatsApp, vous allez avoir vos amis qui vous parlent, et puis vous allez pouvoir suivre des marques. Donc là, vous pouvez voir le compte officiel de Creative Union. Et en fait, vous allez avoir un ami qui s'appelle Creative Union et qui va, en fonction du type de compte, pouvoir vous envoyer des pushs, donc des articles, c'est du blogging, à une fréquence différente en fonction des marques. Donc là, pour ça, vous avez vraiment deux types de comptes. Vous allez avoir le compte de service, nous, qu'on recommande quasiment 100% du temps à nos clients. Pourquoi? Parce qu'il apparaît vraiment dans le fil d'actualité avec vos amis. Et dès que vous envoyez un message, une notification, ils vont vraiment le recevoir en temps réel. Et donc, le taux de clic est très important. Donc là, en gros, vous avez le droit à 4 publications par mois. Et dans chaque publication, vous pouvez avoir jusqu'à 8 posts. Donc en fait, ça veut dire que vous avez 4 notifications par mois pour le compte de service. Le compte d'abonnement, en fait, vous allez avoir un petit dossier qui va s'appeler Subscription Account, donc le compte d'abonnement, un dossier compte d'abonnement. Et dedans, en fait, vous allez avoir énormément de comptes. Ça, c'est plutôt recommandé pour les boîtes de médias. Et là, par contre, c'est un push par jour, 30 push par mois. Donc, soit vous allez avoir le compte d'entreprise basique. Donc là, vous avez juste besoin d'un numéro de téléphone pour vous enregistrer. Par contre, vous pouvez voir sur la maquette, donc vous avez le logo Creative Union, l'intro, et juste en dessous, vous avez Account Title. Donc là, c'est le nom de notre entreprise en chinois. Et vous avez un petit V dans un rond jaune. Donc ça signifie qu'on a obtenu une certification de la part de Tencent. Donc WeChat appartient à Tencent. C'est très important pour la population chinoise parce qu'il y a eu tellement d'abus dans les années précédentes, tellement d'usurpation d'identité qu'aujourd'hui, on sait que Creative Union, c'est nous. On a donné tous les papiers, on sait qu'il n'y a pas de problème. Et si demain, il y avait un problème, ce serait très, très facile de remonter à nous. Donc, si vous voulez avoir cette certification, pareil, il va falloir contacter Tencent, il va falloir remplir des documents, ça prend à peu près une semaine, et il va falloir payer annuellement pour que Tencent dise « Ok, c'est bon, on sait qui vous êtes, vous répondez à nos critères, vous obtenez la certification. » Ça, c'est très important. D'ailleurs, encore une fois, pareil, si demain, vous souhaitez venir en Chine, vous voulez ouvrir un compte WeChat, si vous n'avez pas de structure légale en Chine, vous ne pouvez pas certifier votre compte. Donc, sinon, vous pouvez passer par des third parties, par des agences comme nous, qui vont utiliser, par exemple, notre business license pour pouvoir vous permettre d'obtenir cette certification. Donc, ensuite, WeChat, c'est aussi une plateforme e-commerce. Donc, en fait, directement relié à votre compte WeChat, donc comme on vient de le voir juste avant, vous allez pouvoir intégrer un mini site e-commerce. Donc là, vous allez par exemple voir une boîte française qui s'appelle Cheese Republic, qui est basée à Shanghai, et eux importent du fromage de toute la France, ainsi que de la charcuterie et du vin.
Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez envoyer des push avec des liens directs pour orienter vos followers sur votre e-shop. Donc, on le verra encore tout à l'heure, mais donc vous pouvez payer directement via WeChat Pay. Donc, imaginez, vous recevez une notification de Cheese Republic, vous cliquez, vous arrivez sur le compte officiel, et là, vous avez un plateau de fromage qui vous donne envie. Vous cliquez, et tout de suite, vous validez Buy Now, vous rentrez votre code, et voilà, c'est payé, et la livraison est partie. Donc, vous n'avez pas sorti votre carte de crédit, vous n'avez pas rentré votre carte de crédit. Soit vous rentrez votre code, soit vous pouvez juste utiliser votre empreinte digitale. C'est extrêmement rapide et c'est super pratique. Comme je disais tout à l'heure, par contre, la stratégie de communication est importante parce que si vous ne communiquez pas autour et que vous n'adoptez pas une stratégie multicanal, vous n'aurez pas de followers. L'avantage d'avoir un store sur WeChat, c'est que ça coûte quasiment rien. Soit vous allez utiliser des tierces parties qui sont gratuites, ou alors ça peut monter à 1 000, 2 000 € par an. Et vous avez la possibilité de faire du cross-border. Donc vous êtes en France, vous voulez tester votre marché comme disait Antoine tout à l'heure, vous pouvez créer un store via des partenaires en Chine et vous allez pouvoir en fait envoyer vos produits uniquement à la commande. Donc ça c'est intéressant, ça vous permet de pouvoir tester un marché à moindre coût. Innovation WeChat depuis janvier 2017, le mini-programme. Alors qu'est-ce que le mini-programme ? WeChat s'est dit, le but, c'est vraiment de créer un écosystème, de permettre aux utilisateurs de ne plus avoir à quitter notre plateforme. Donc, ils se sont dit, aujourd'hui, si les utilisateurs ne sont pas sur WeChat, ils sont où? Ils sont sur d'autres applications. OK, on va intégrer plus d'applications encore sur WeChat en créant nos mini-programmes. Donc, un mini-programme, c'est une application qui va être directement intégrée à WeChat et qui va être reliée à votre compte officiel. Donc, vous allez sur votre compte officiel, vous allez sur la page d'information et là, tout de suite en bas, vous allez avoir le petit logo que vous pouvez voir sur la maquette, notamment l'épicerie qui est pareil. Et, là, c'est aussi une application e-commerce. Là, vous n'avez pas de limite. Par exemple, Tesla a développé un mini-programme qui va vous permettre de géolocaliser les différentes stations pour recharger votre Tesla, les différents garages de la marque ou également de pouvoir tester, de pouvoir booker en essai avec la Tesla de votre choix. Donc, c'est des applications natives. Elles se chargent extrêmement vite parce qu'elles sont hébergées sur les serveurs de Tencent. Une application classique, ça peut prendre entre 50 et 100 mégas. Une application en mini-programme, c'est 2 mégas. Donc, c'est instantané. Le gros avantage aussi, c'est que jusqu'à présent, vous étiez sur WeChat, vous étiez en train de lire un article d'une marque intéressante, et là, vous avez votre ami qui vous envoie un message. Vous voulez voir le message, vous êtes intrigué, vous revenez sur votre chat, vous avez perdu l'article. Là, le mini-programme, en fait, ça va créer une deuxième fenêtre. Donc là, on parle vraiment d'écosystème WeChat, et vous pouvez le voir d'ailleurs sur la deuxième maquette. C'est-à-dire qu'après, vous allez pouvoir switcher sur votre téléphone et avoir, si vous avez 5 mini-programmes ouverts, vous allez avoir 6 fenêtres sur votre téléphone qui sont liées à WeChat. Donc ça, c'est vraiment une révolution. C'est un super complément du compte officiel qu'on a vu juste avant, parce que ça va permettre d'amener une valeur supplémentaire pour votre audience. Et en une année, il y a eu 580 000 applications qui ont été créées. Est-ce que vous avez des questions sur WeChat? Pas de questions, apparemment. Bon, on va continuer. Moi, j'ai une question, Thibaut, excuse-moi. Est-ce que tu as une idée de la techno qui est utilisée justement pour ces mini-programmes-là? C'est du HTML qui est un peu modifié et qui a été développé par WeChat. D'ailleurs, ce qui est assez compliqué, c'est qu'aujourd'hui, toutes les API et tous les codes développés par Tencent, aujourd'hui, sont disponibles sur le site, sur un site spécial pour les développeurs, mais toutes les ressources sont en chinois. Donc, en tant qu'étranger, en tant que développeur qui ne parlerait pas chinois, ça va être très compliqué justement d'accéder aux ressources mises à jour. Donc, il aura une base, mais après, ce sera compliqué d'aller beaucoup plus loin. Donc, on passe sur Weibo. Donc, Weibo, c'est un outil qui a été créé, on va le voir juste après. Donc, c'est le Twitter chinois, mais qui est, encore une fois, un petit peu plus qu'un simple Twitter. Donc, aujourd'hui, c'est 376 millions d'utilisateurs, dont 165 millions d'utilisateurs quotidiens, et 80% des utilisateurs ont moins de 30 ans. Donc, Weibo, ça a été créé en 2008, si je ne dis pas de bêtises, pour concurrencer Twitter juste après qu'il se soit fait banni de Chine.
Et Twitter, justement, c'est un mélange entre Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, on pourrait le qualifier comme ça, et c'est une plateforme ouverte. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que c'est comme Facebook, vous avez un follower qui like votre post, ses amis voient que vous avez liké le post. Donc c'est beaucoup plus facile de driver des internautes sur votre compte. Donc l'objectif de Weibo, c'est vraiment de se faire connaître et gagner en visibilité, de recruter de nouveaux followers et de générer des conversations. Tout à l'heure, Antoine a dit quelque chose de très intéressant sur les influenceurs. C'est vrai que les influenceurs sont beaucoup plus développés en Asie, en règle générale, qu'en Occident, en tout cas en Europe et aux États-Unis. En Chine, c'est la norme. C'est normal d'utiliser, de faire appel à un influenceur pour représenter sa marque. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, la Chine s'est ouverte en 78 avec l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping. Il a vraiment décidé d'ouvrir le pays. Mais beaucoup de personnes n'avaient pas eu de culture occidentale. Et du coup, les personnes, avec l'arrivée d'Internet, ont pu commencer vraiment à s'éduquer sur les marques occidentales, sur les produits, sur la qualité, sur l'histoire. Et aujourd'hui, il y a encore certains secteurs qui sont un peu méconnus. Il y a certains consommateurs qui voudraient en savoir plus. Par contre, ils veulent avoir les bonnes informations et ils veulent pouvoir écouter quelqu'un de fiable. Et donc, le meilleur moyen pour ça, ça va être les personnes qui ont beaucoup de followers. Donc, des influenceurs qu'on va appeler en Chine les KOL, les Key Opinion Leaders. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez le voir en bas de la slide, KOL. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment vous développer rapidement en Chine, il faut faire appel en KOL. Donc, en KOL, on va considérer que c'est une personne qui a au moins 200 000 followers sur les réseaux sociaux. Sur Weibo, le premier KOL, c'est Xiena, une chinoise, qui a plus de 90 millions de followers. Donc juste, on a dit qu'il y avait 376 millions d'utilisateurs, donc là c'est des chiffres très récents. Il y a plus de 90 millions de personnes qui suivent Xiena. Donc c'est un mélange de Facebook, de Twitter et d'Instagram. C'est un excellent complément de WeChat et c'est aussi une ressource de KOL. Donc c'est bien de trouver des influenceurs. Antoine nous a montré tout à l'heure un outil pour trouver des influenceurs dans le monde entier. Malheureusement, ce genre d'outil n'existe pas en Chine, ce serait trop simple. Donc pour ça, vous allez passer sur Weibo et vous allez pouvoir, avec des KPI, identifier des influenceurs qui sont réputés et spécialisés dans un secteur particulier. Aujourd'hui, ce qu'on recommande beaucoup à nos clients pour gagner rapidement en visibilité, ça va être d'utiliser Weibo Ads, qui va être un peu similaire à Facebook, donc qui va vous permettre, bien entendu, de promouvoir en post, d'afficher le post. Donc en fait, vous avez différents types de promotions. Soit vous allez promouvoir en post sur votre compte. Donc toutes les personnes qui vous suivent, en fait, vont le voir tout en haut de leur fil d'actualité. Ou alors soit votre but, ça va être d'aller chercher de nouveaux followers. Et là, dans ces cas-là, vous allez avoir différentes options de ciblage, notamment une qui est extrêmement intéressante. Demain, vous êtes spécialisé dans la maroquinerie, les sacs en cuir. Vous arrivez en Chine et vous êtes sur un positionnement premium haut de gamme. Vous allez être plus ou moins en concurrence avec Hermès. Vous allez pouvoir dire à Weibo, OK, moi je veux targeter tous les followers de Hermès. Et donc vous savez que finalement votre post, donc en termes d'impression, va être vu uniquement par des followers d'Hermès. Donc ça vous permet d'avoir aussi des followers extrêmement qualifiés. Vous allez aussi pouvoir ajouter des filtres supplémentaires, comme la localisation, le device, est-ce qu'il est sur mobile, est-ce qu'il est sur desktop, par genre, par intérêt. Donc, et vous pouvez aussi également cibler, promouvoir votre compte via des bannières. Donc ça, juste pour finir sur Weibo, c'est vraiment un outil qui est, pour moi, très très important dans votre stratégie digitale. C'est presque le premier outil qu'il faut développer avant WeChat pour du B2C. Pour du B2B, ce sera moins utile. Donc ensuite, QQ, on en parlait rapidement tout à l'heure, donc c'est l'application qu'on utilise aujourd'hui pour la visio. Donc QQ, historiquement, c'est le MSN Messenger d'antan, mais qui a été updaté, mis à jour. Il y a aujourd'hui plus de 870 millions d'utilisateurs. Donc il y a une interface énorme qui a été développée derrière. Donc hormis la partie chat et la partie call, vous allez aussi avoir votre mur, votre profil. Vous allez aussi vous pouvez accéder directement à des jeux. Donc finalement, ça appartient également à Tencent. Donc Tencent possède WeChat et QQ. Et il y a des synergies entre les deux et on retrouve pas mal d'innovations de WeChat dans QQ. Comme toutes les plateformes, vous allez avoir la possibilité de promouvoir votre marque. Vous allez aussi avoir la possibilité de créer votre compte entreprise.
même si cette fonction est beaucoup moins utilisée que sur WeChat. Et c'est une application qui va être quand même plutôt utilisée par les jeunes. Et c'est aussi une application qui va être assez utilisée au sein des entreprises. Antoine parlait beaucoup de mails tout à l'heure. En Chine, c'est vrai que les adresses mail sont beaucoup moins courantes. Les newsletters, il y en a très très peu. En fait, tout fonctionne par réseaux sociaux, notamment par WeChat. Et les adresses mail que les personnes pourraient avoir, l'équivalent du Google, ce serait QQ Mail. Et donc, ça vous permet justement d'avoir votre boîte mail aussi intégrée. Par contre, pour finir sur les mails, c'est très peu utilisé. Et si aujourd'hui vous avez une stratégie d'acquisition client qui va se faire notamment via le mailing, ce ne sera pas forcément une stratégie payante en Chine. Ensuite, on va passer sur Youku. Donc, Youku, c'est le YouTube chinois. C'est 289 millions d'utilisateurs mensuels. En janvier 2018, il y a eu 25 milliards de connexions uniques. Le petit plus de Youku par rapport à YouTube, c'est que vous avez directement un petit bouton download en dessous de la vidéo. Donc, vous pouvez télécharger toutes les vidéos qui vous plaisent sans avoir besoin de passer par des tierces parties. C'est la première plateforme de partage de vidéos. Aujourd'hui, vous pouvez créer votre chaîne officielle. Donc pareil, si vous voulez créer votre chaîne officielle, vous l'avez compris, il va falloir certifier la chaîne. Donc envoyer des documents à Youku. Et ce qui est intéressant, c'est que Youku est plus ou moins possédé par Alibaba, Weibo également. Donc il y a des synergies entre les deux. Donc si demain vous souhaitez publier des vidéos sur Weibo, les mettre sur Youku va être un bon moyen en termes d'UX, d'expérience utilisateur, pour les publier. Vous allez avoir différents types de publicités, un peu comme sur YouTube. Donc, soit vous allez pouvoir aussi display une vidéo de 5 secondes ou plus, en tout cas qui apparaîtra 5 secondes avant les vidéos de l'audience que vous aurez targetée. Et vous avez également un système de bannières. Ensuite, Baidu Tieba. Donc, Baidu Tieba, ça appartient à Baidu. C'est le plus grand forum chinois. 660 millions d'utilisateurs mensuels. Et alors, ça, c'est une super plateforme pour le B2B, mais aussi pour le B2C, qui va vous permettre en fait de promouvoir vos articles, vos produits, vos services à moindre coût. Donc, imaginez en forum où vous pouvez poser n'importe quelle question, où vous allez pouvoir créer des sujets, vous allez pouvoir travailler avec des influenceurs qui vont eux-mêmes poser des questions ou répondre à des questions. Donc, demain, si vous êtes spécialisé, on a un client qui est spécialisé dans les ascenseurs privatifs, on va pouvoir regarder tous les sujets qui vont être ramenés aux ascenseurs et aux ascenseurs privatifs, tout simplement faire de la veille et répondre avec des questions assez ciblées et créer du lien vers le Weibo, vers le WeChat ou vers le site internet. Donc ça, on le recommande beaucoup parce que c'est un système gratuit de faire de la promotion et de trouver des leads extrêmement qualifiés. Là, ça va vous permettre du coup de développer également votre visibilité. Vous avez vraiment tous les types de sujets, de la pêche à la ligne jusqu'à comment est fait en moteur d'avion. Ensuite, on va passer sur des plateformes un petit peu plus actuelles, notamment MayPay. Donc ça, c'est la première app aujourd'hui de livestream. Après, vous allez voir, ça change extrêmement vite. C'est 250 millions de vues par jour. Bien sûr, c'est très utilisé par les jeunes. Vous avez une option qui est assez rigolote. Quand vous regardez une vidéo, donc vous allez pouvoir récompenser la personne qui finalement vous divertit et en lui envoyant des petits cadeaux. Donc vous allez pouvoir choisir, en fait, chaque cadeau représente un montant. Donc ça va être 10 centimes d'euros, 1 euro, 50 euros. Ça peut monter jusqu'à plus de 100 euros. Et c'est caractérisé par un fruit. Donc vous allez pouvoir envoyer, par exemple, une pastèque à la personne. Et cette personne, en fait, ça va se caractériser par un transfert d'argent directement sur son compte. Ça, c'est une très bonne plateforme si vous souhaitez promouvoir votre marque et passer par un influenceur. Donc là, en gros, l'influenceur va pouvoir faire un focus sur votre produit. Et du coup, vous allez vraiment gagner en visibilité. Après, il va y avoir des liens qui seront créés aussi vers vos comptes officiels. Et donc là, on est toujours dans une dimension de stratégie multicanal. Et alors, pour finir sur les social media, je vais vous présenter une application qui s'appelle Douyin. Alors, Douyin, c'est une application qui est assez récente, créée en septembre 2016. En novembre 2017, ils ont fusionné avec Musical.ly. Et l'application a déjà plus de 100 millions d'utilisateurs. C'est très utilisé par les jeunes. Et en fait, c'est un système qui vous permet de publier des vidéos de 15 secondes maximum. Et vous avez des filtres qui vont vous permettre de faire du montage vidéo
sans logiciel particulier, juste depuis votre téléphone. Là, je vais vous montrer du coup une courte vidéo. Il me semble que vous n'allez pas voir le son. Donc ça, c'est Angela Baby, une des personnalités les plus connues en Chine. Elle a, en fonction des plateformes, plus de 70 millions, 80 millions de followers. Elle coûte assez cher. Et là, vous allez voir, c'est une petite vidéo placement de produit pour Adidas. Bon, c'est dommage, vous n'avez pas entendu la musique, mais elle était assez sympa. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vraiment des moyens intéressants pour promouvoir sa marque, toujours sur une stratégie multicanale. Donc aujourd'hui, l'intérêt, c'est de passer par un influenceur, éventuellement le booker pour la demi-journée ou la journée, de faire un shooting photo, éventuellement faire du live stream et réaliser des vidéos, et ensuite de les publier sur cette personnalité. Cet influenceur va pouvoir les publier sur toutes ces plateformes, et vous, ça va vous générer du coup une grosse visibilité et qui va se traduire par un accroissement de votre nombre de followers. C'est tout pour la partie social media. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe sur la partie e-commerce? Non. Ouais, j'aurais peut-être une remarque. Là, on a une présentation des outils. On vient un moment plus tard dans la présentation à une vision un peu plus stratégique des choses. Parce que là, on parle des outils. Je suis désolé. Est-ce que vous pourriez juste éloigner le micro de votre bouche? Oui, je suis trop près du coup. Pas très bien. Oui, là, on a une présentation des outils. Est-ce qu'à un moment, on va parler un petit peu de l'approche stratégique pour pénétrer le marché? Parce que bon, les outils, il faut les connaître, mais après, il y a l'aspect très stratégique. Et en Chine, je pense qu'on a aussi beaucoup de spécificités, donc ce sera intéressant d'en parler. Comment j'aborde le marché chinois d'un point de vue digital, par quels moyens, etc. Alors aujourd'hui, c'est une intervention intéressante. Aujourd'hui, si vous voulez, pour aborder le marché chinois, soit vous allez avoir des Chinois dans votre équipe qui vont vous permettre justement de vous positionner, soit il faut être accompagné par des organismes, notamment la CCI qui va pouvoir vous accompagner, qui est présente ici, la CCI France-Chine, ou des agences de communication. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez une barrière culturelle, vous avez une barrière légale et vous avez également une barrière linguistique qui fera que vous, en interne, si vous n'avez pas de personnel qui peut gérer ces parties-là, il n'y a pas de... Chaque entreprise est différente et il n'y a pas de solution miracle, si vous voulez. Donc là-dessus, là aujourd'hui, c'était plus une présentation justement sur l'environnement digital qui allait vous permettre de pouvoir découvrir les outils plutôt qu'une stratégie digitale, dans le sens où c'est très différent. Antoine a fait une présentation qui était intéressante avant. Aujourd'hui, c'est vrai que ça marche pas du tout pareil. Aujourd'hui, vous n'avez pas forcément les mêmes outils. Le mail n'est pas en service très utilisé. Donc aujourd'hui, tout va être plutôt par la communication et le guanxi. C'est pour ça que je n'en ai pas encore parlé du guanxi. Le guanxi, ça veut dire réseau en chinois. Et c'est extrêmement important. Et c'est grâce à ça que vous ferez tout en Chine, que vous ferez vos relations commerciales également. Et ça, c'est notamment la CCI France-Chine ou Business France qui pourra vous accompagner sur votre stratégie de prospection commerciale. Ce qu'il faut retenir justement, pourquoi est-ce que je vous ai présenté ces différents outils, c'est parce qu'avant de vouloir trouver des partenaires commerciaux et de distribuer vos produits, vos services en Chine, il faut avoir une vitrine digitale. Si vous n'avez pas de vitrine digitale, vous n'existez pas, vous n'aurez aucune crédibilité auprès de vos futurs partenaires et du coup le partenariat ce sera plus compliqué justement de trouver des partenaires de qualité. Donc ensuite, rapidement, on va parler du paiement mobile. Donc tout à l'heure, Antoine donnait un exemple au Japon. En Chine, la carte nationale, la carte bancaire nationale, c'est UnionPay. Donc si demain vous allez avoir un site e-commerce en Chine ou à l'étranger, mais à destination des Chinois, il va falloir intégrer du coup cette partie UnionPay. Et ensuite, vous avez le paiement mobile qui explose. Ici, on est très en avance. Donc c'est vraiment deux géants qui s'affrontent, Alibaba versus Tencent. Donc vous allez avoir Alipay, donc qui appartient à Alibaba et qui a été lancé justement pour pouvoir payer sur Taobao. C'est plus de 520 millions d'utilisateurs, c'est 53% de part de marché. En gros, ça représentait l'année dernière plus de 10 trillions d'euros de transactions. En parallèle, vous avez WeChat, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a 40% de part de marché, plus de 600 millions d'utilisateurs. Et en gros, ça représente 7,5 trillions d'euros de transactions. Donc ici, tout se fait par QR code.
dès que vous allez payer, dès que vous allez dans n'importe quel endroit, vous allez même acheter en service aujourd'hui, faire du e-learning, vous allez scanner un QR code via ces plateformes et payer directement via mobile. Le paiement par carte est quand même de moins en moins utilisé et le cash également. D'ailleurs, comme vous le savez peut-être, en gros, en Chine, le plus gros billet, c'est un billet de 100 renminbi, la monnaie locale, qui représente à peu près 14 €. Donc c'est aussi pour ça que le paiement mobile se développe, parce que ça permet d'éviter d'avoir énormément de billets dans les poches. Ensuite, on va passer sur le e-commerce. 5 grandes tendances qui sont mondiales, mais aussi chinoises et avant tout chinoises. Donc ce qui est assez fort, c'est les leaders du e-commerce qui arrivent à créer des fêtes du e-commerce, un petit peu à l'image du Black Friday. Donc ici, on a la journée des célibataires, le Double 11 le 11 novembre. Donc c'est vraiment devenu depuis quelques années une fête commerciale incroyable. Donc vous, demain, vous distribuez vos produits en Chine. Il va falloir faire des promos, mettre en avant votre store pour cette journée. L'année dernière, il y a eu plus de 20 milliards d'euros sur une journée de transactions. Donc c'était un record. On note aussi qu'il y a une montée en gamme des achats qui sont effectués par les internautes. Donc aujourd'hui, les copies chinoises, ça marche plus. Aujourd'hui, ils recherchent vraiment des produits de qualité et ils sont à même de détecter la qualité. Donc ça, c'est une force pour les entreprises françaises. On observe une fusion du online et du offline. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les gros, Baidu, Alibaba, Tencent, sont en train d'investir dans des retailers classiques comme Carrefour, comme Auchan, comme Walmart. Le paiement digital, comme on le disait juste avant, et aussi de plus en plus le social commerce. Le social commerce, c'est le fait de vendre vos produits directement via les réseaux sociaux. En gros, aujourd'hui, vous voulez distribuer vos produits en Chine, comment faire? Vous avez deux solutions. Soit vous allez faire du commerce domestique, c'est-à-dire que vous êtes implanté en Chine, et de là, vous allez passer par des plateformes e-commerce, comme on va le voir juste après, ou alors vous allez faire de la vente directe depuis votre site internet, tout en sachant que si vous n'êtes pas encore présent en Chine, ça veut dire que votre marque n'est pas connue en Chine, a priori, et donc vous aurez peu de trafic sur votre site, et donc les gens ne vous feront pas confiance, et il y a peu de chances que vous vendiez beaucoup de produits. Pour ça, vous allez avoir les plateformes de e-commerce. Et à l'inverse, qu'on verra un petit peu plus tard, il y a la partie cross-border. Donc la cross-border, c'est le fait de vendre à travers les frontières et de rester en France. Donc là, pareil, soit vous allez pouvoir faire de la vente directe, donc style sur votre site internet, qui sera quand même hébergé aux portes de la Chine, ou alors via des plateformes de e-commerce en cross-border. Donc une des plateformes les plus connues en Chine, Taobao. Donc ça, c'est pas forcément la plateforme la plus pertinente, mais en tout cas, c'est la plus utilisée. 580 millions d'utilisateurs mensuels. Aujourd'hui, Taobao donc, a été créé en 2003 par Alibaba et Jack Ma. C'est ça qui a fait son succès. C'était plutôt du C2C. Et là, vous allez avoir plutôt des produits de mauvaise qualité. Donc c'est pour ça que c'est une application qui est vraiment en train de baisser. Donc on ne va pas s'attarder sur cette plateforme. Par contre, en fait, justement, cette prise de conscience a entraîné l'essor de Tmall. Et ça, c'est vraiment une plateforme à connaître. Et Antoine en parlait tout à l'heure. Ils sont extrêmement présents en Chine. Tmall, en fait, ça va être votre flagship online. Donc c'est-à-dire que si vous imaginez un mall avec énormément de magasins, c'est Tmall. Donc créé par Alibaba. C'est vraiment une plateforme dédiée aux marques. Vous avez plus de 70 000 marques qui sont présentes. Par contre, ça coûte assez cher et vous avez une commission. Et pareil, pour pouvoir y accéder, c'est une chose. Et ensuite, la deuxième question qui va se poser, c'est comment référencer votre store. Donc ça, pour cette plateforme-là, et pour répondre à votre question, monsieur, si vous voulez demain vendre votre produit sur Tmall, vous allez passer par un Tmall Partner. Donc en fait, pour chaque plateforme, vous allez avoir vraiment des experts et des partenaires par lesquels vous allez passer, parce que même en interne, vous ne serez pas forcément capable de le gérer. Donc ensuite, vous avez Jingdong. La grosse différence de Jingdong, c'est qu'ils ont des warehouses partout en Chine et ceux qui vont stocker vos produits. Donc ça, c'est une plateforme qui marche bien, parce que si vous commandez, là tout à l'heure, j'ai commandé un pack d'eau, je l'ai reçu 1 heure après. Donc vous avez un réseau de distribution qui est extrêmement développé en Chine, qui a des années d'avance sur la France, notamment grâce au coût moindre des livreurs. Donc ils sont implantés initialement dans la tech, et c'est une plateforme qui va plutôt attirer les hommes. Donc si aujourd'hui vous avez un produit qui va être plutôt masculin, ce sera la plateforme plutôt à choisir. Et ensuite, on va finir sur la partie cross-border e-commerce. Donc pour créer pour adhérer à une plateforme de cross-border, il vous faudra dans tous les cas une entité légale internationale. Le gros avantage, c'est que vous aurez moins de taxes. Vous serez payé directement sur votre compte en France ou dans le lieu où vous avez votre compte bancaire. Vous n'avez pas besoin de trademark en Chine
même si c'est recommandé pour après votre futur développement en Chine. Et alors, vous allez avoir soit la possibilité de stocker vous-même vos produits, ou alors, si vous passez par des plateformes, de les stocker dans des entrepôts, style les entrepôts de Jingdong ou de Tmall de Alibaba, ou en free trade zone. Donc, en fait, en Chine, vous avez une vingtaine de free trade zones, de zones de libre-échange, où vous allez pouvoir directement stocker vos produits. Et sinon, vous avez l'expédition de l'étranger directement vers le consommateur chinois. Par contre, là, c'est le consommateur chinois qui va devoir directement déduire les taxes et il va être limité en termes de panier. Donc, s'il achète un seul produit, il va pouvoir acheter de mémoire à peu près 8 000 €. Par contre, s'il a au moins 2 produits, il sera limité à grosso modo 1 000 €. Donc ça, on peut voir grosso modo ce qui la répartition d'achat en fonction des produits à l'étranger. Donc, par exemple, on va voir que 25% des produits achetés en cross-border dans la cosmétique viennent de France, 22% d'Allemagne. Donc là, ce qui est intéressant avec ce graphique, c'est que c'est finalement les 5 pays qui ont la meilleure image en termes de produits, en termes de marques en Chine. Donc les États-Unis, la France, Allemagne, Corée et Japon. Donc là, vous avez des chiffres qui datent de décembre 2016. Donc vous allez avoir Kaola.com, Tmall Global, donc, qui a été créé, on va le voir après, en 2015 et qui fait suite à Tmall. Donc suite à la demande importante de produits étrangers, en fait, le fait d'acheter des produits à l'étranger pour un consommateur chinois, il va s'assurer que c'est vraiment un produit de la marque qui vient de l'étranger. Donc c'est en vrai, c'est le même que ce qu'on va trouver en Europe ou aux États-Unis, et c'est ça qu'ils veulent. Donc on a Tmall Global, donc créé en 2013, qui appartient au groupe Alibaba. Par contre, là tout de suite, vous avez un dépôt à mettre de quasiment 20 000 €. Donc ça représente des coûts. Vous allez avoir des frais annuels en fonction de vos produits, en fonction du référencement, en fonction de votre performance, des frais de entre 4 000 et 90 000 €, plus une commission. Tmall se réserve le droit aujourd'hui, si vous n'avez pas de bons résultats, de fermer votre boutique du jour au lendemain sans vous rendre la commission. Vous avez son concurrent Jingdong, qui s'est aussi lancé un peu plus tard en 2015. Ça, c'est une plateforme qui est intéressante, où là, vous pouvez voir typiquement donc des produits organiques plutôt pour enfants. Ça, c'est ce qui va beaucoup marcher, ce que les mères vont rechercher pour leurs enfants et ils ne veulent pas avoir du lait frelaté. Donc là, par contre, il faut un capital de plus de 75 000 $. Donc, vous voyez, aujourd'hui, vous êtes une PME, vous n'avez pas forcément les moyens aujourd'hui de passer tout de suite par ce type de plateforme. Donc, vous allez avoir des prestataires locaux, des boîtes étrangères qui vont vous permettre de faire du cross-border à moindre coût, notamment via WeChat. Et donc là, avec ces partenaires ou avec d'autres agences comme la nôtre, vous allez pouvoir vraiment définir votre stratégie de communication en fonction de votre budget, en fonction de vos attentes, mais c'est vraiment en fonction des clients, de vos attentes et de vos services. Et ensuite, une plateforme intéressante, donc ça, VIP.com, c'est l'équivalent du vente privée chinois, mais qui va se faire qu'en cross-border. C'est devenu la 3e plateforme chinoise, plus grosse croissance mondiale en retail, et c'est la 40e marque chinoise en valeur. Et ensuite, vous avez Kaola. Donc, Kaola, pareil, sont spécialisés uniquement dans le cross-border. Et leur spécificité, c'est que le panier moyen est 2 fois supérieur à l'industrie du cross-border. Donc, si demain, vous avez un produit qui est plutôt haut de gamme, ce sera la plateforme à choisir. Et on va finir avec une dernière plateforme qui s'appelle Xiaohongshu, qui représente aussi plus de 70 millions d'utilisateurs, plus de 5000 marques. Et là, c'est vraiment un mélange de social commerce. Vous arrivez sur cette plateforme, c'est un mélange de Weibo, c'est un mélange de plateforme e-commerce qui va vous permettre de pouvoir faire par exemple du live stream directement depuis l'application. Et si vous aimez le produit, vous allez pouvoir liker et ensuite arriver sur une page produit où vous allez acheter directement avec WeChat ou avec Alipay. Donc en fait, si vous voulez, aujourd'hui, cette présentation, le but, c'était de vraiment vous montrer les différentes plateformes et la différence culturelle et l'avance qu'on pouvait avoir en termes de digital. Parce que c'est important d'avoir une stratégie, mais c'est compliqué d'avoir une stratégie avant même de venir en Chine, avant même de connaître justement ces plateformes. Donc le but, c'est qu'aujourd'hui, vous ayez une compréhension de ce marché-là, des enjeux et des barrières pour pouvoir faire appel aux meilleurs partenaires pour réussir votre lancement et votre développement en Chine. Est-ce que vous avez des questions ? Écoute Thibaut, je ne crois pas qu'il y ait de questions. Merci beaucoup pour ton intervention, c'était vraiment super intéressant. Moi, j'ai appris énormément de choses. Je pense que beaucoup de gens dans la salle également aussi. Voilà, merci encore pour ton intervention. Merci.
et puis bah, je te rappelle très bientôt. Ça marche. Écoutez, merci en tout cas de votre attention. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas, si vous voulez avoir la présentation ou plus d'informations, à m'envoyer un mail et je vous enverrai des présentations supplémentaires pour que vous puissiez vraiment appréhender encore mieux l'environnement digital chinois. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. Merci. À bientôt. Alors, au revoir. Au revoir.